suis maître international d'échecs. Bon, pour faire simple, on va dire c'est le top entre 0,1% et 1% des meilleurs joueurs d'échecs, quoi. Avec mon niveau actuel aujourd'hui, maître international, 2300 Elo à peu près. Si je devais gagner ma vie avec uniquement les compétitions, ce serait énormément difficile. Ah là, je regrette un peu là. Ah, je regrette carrément là. Bon, allez, on va jouer comme ça. Oh putain, ça y est, ça. Là, je vais aller défendre tout ça là. Ok, je suis un peu dans une culture asiatique où tu sais, c'est un peu l'école, c'est important, il faut travailler dur et du coup, mes parents, ils voyaient pas forcément ça d'un très bon œil que de faire des échecs. Alors, ce qui est ultra étonnant, c'est que j'avais un peu du mal à atteindre le titre de maître international. Et je l'ai eu finalement à 20 ans, entre la première et deuxième année de prépa. Ce qui n'a aucun sens parce que c'est le seul moment où je touchais pas un échiquier. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Échecs et Maths où j'interviewe des entrepreneurs autour d'une partie d'échecs. Salut Julien, comment ça va? Salut André, ça va et toi? Je me suis permis, d'habitude je fais un petit tirage au sort pour savoir quelle couleur on va avoir. Mais à partir de 2000 Elo, je m'autorise à garder les blancs. Je pense que ça va, c'est pas trop... Ça me va, tu peux ça le va faire. Ouais. Donc voilà, ce nouveau concept, c'est pour parler stratégie, tactique, business. Ok. Et quoi de mieux que les échecs pour mêler business et stratégie? C'est clair. Je sais pas, mais j'étais étonné qu'il n'y ait pas de format encore comme ça. Je pense qu'il y a un gros potentiel avec l'avènement des échecs. Donc merci d'avoir accepté l'invitation parce que tu fais partie des plus gros créateurs de contenu français. Aux échecs? Aux échecs. Aux échecs. Mais tu dois être quand même, vu que les échecs, c'est quand même... sur YouTube, tu fais quand même partie des gros. T'as combien d'abonnés aujourd'hui? 340 000. Ah oui, 340 000. Ouais. Ah, c'est beaucoup. Hein. On pourrait pas dire qu'il y a autant de gens passionnés d'échecs au final. Bah moi aussi, j'aurais jamais cru, tu vois. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore du coup? Ouais, bien sûr. Du coup, je suis maître international d'échecs. Bon, pour faire simple, on va dire c'est le top entre 0,1% et 1% des meilleurs joueurs d'échecs, quoi. Et sinon, j'ai une double casquette. Je suis créateur de contenu autour des échecs. Avec en cumulé, je dois avoir pas loin de 800 000 abonnés et je suis présent sur toutes les plateformes. Où je partage ma passion des échecs et mon objectif c'est de développer les échecs en francophonie au maximum. Et ma deuxième casquette, c'est j'ai créé un club d'échecs en ligne où on est pas loin de 1100 membres qui sont abonnés. Et là, mon objectif, c'est d'aider le maximum de gens à progresser aux échecs avec voilà, un service qui me semble approprié au bon prix. Et ça, c'est le côté un peu plus, on va dire, entrepreneurial. Voilà. Donc toi, pour le coup, tu mêles vraiment bien l'entrepreneuriat et les échecs. Ouais. T'es la personne un peu idéale. On en parlait un petit peu en off, mais c'est vrai que bien gagner sa vie dans les échecs, c'est aussi compliqué. Ouais. Je pense que si tu fais pas partie du top 10 mondial... Ouais, c'est clair. Alors, avec mon niveau actuel, aujourd'hui, maître international, 2300 Elo à peu près, si je devais gagner ma vie avec uniquement les compétitions, ce serait énormément difficile. Ouais. Il faut combien pour être maître international? C'est à partir de combien d'Elo? Il faut 2400 Elo. Ok. Et je pense que 2400 Elo, tu dois déjà être dans le 1% des meilleurs joueurs. C'est déjà super difficile à avoir. Et ensuite, grand maître international. En fait, il y a un titre qui est encore au-dessus de maître international. C'est grand maître international. Et là, il faut 2500. 2500. Ouais. Et j'ai reçu Maxime Vacher-Lagarde, le champion français, qui me disait en off le titre de super grand maître international qui n'est pas officiel. Pas officiel. Et c'est à partir de 2700. Ouais. Où là, pour le coup, il reste plus grand monde. Il reste combien de personnes? Il y a combien de super grands maîtres internationaux? Du coup, c'est à peu près le top 30 mondial. Ok. Il n'y a pas grand monde. Des grands maîtres en France, je pense que tu en as une cinquantaine. Et des maîtres internationaux, peut-être une centaine. Donc du coup, toi, ta meilleure position que tu as atteint de ton ranking, j'ai cru voir que c'était 70e français, c'est ça? Exactement, ouais. Et à l'échelle mondiale, ça donne quoi quand 70e français? C'est top 1000 ou? Je pense que c'est peut-être top 1000 ou entre top 1000 et top 1300, je pense, un truc comme ça. Ok. Je sais plus trop. Hein. Ok. Non, mais intéressant. Bon, on va commencer la partie tout doucement.
Si tu peux ne pas jouer la carocane, s'il te plaît, parce que Ça marche. Maxime m'a éclaté avec ça. Attends, Ça, je je joue ce que joue tu pas veux, ça. hein. Ouais, Je veux pas influencer, mais je sais pas si tu as l'habitude de jouer certaines choses. Et l'idée, c'est peut-être dans certains moments, si tu vois des choses intéressantes à dire dans la partie, c'est pour les gens qui nous écoutent. Le but, c'est Ok. de les initier aussi un peu. N'hésite pas. Moi, je le fais avec d'autres gens à d'autres niveaux, quand ils oublient de rocker trop, enfin, s'ils rockent trop tard ou ce genre de choses. Vas-y, je vais commenter Donc, alors. n'hésite pas. Et n'hésite pas non plus sur l'ouverture. Je vais en tenter une. Tu vas me dire ce que tu penses de Ok. l'ouverture. Voilà. Ok. C'est rarissime. Ok, ça, c'est rarissime. C'est rarissime. Ok. Ok. Bah, Bon, elle bah, a un nom, mais j'ai oublié. C'est Naso quelque chose. Ah, mais je peux pas dire ce que tu vas savoir les coups d'après. Mais Ok. Waouh, c'est rarissime. Je suis pas Ok. habitué. tant mieux, ça déstabilise. Ça peut déstabiliser un peu. Ouais, je peut-être. m'attendais pas du tout à ça. Je vais faire mon petit coup. Hop. Ah, même pour jouer un coup, c'est pas évident. Ok, ouais, c'est pas. Ouais. En plus, c'est pas évident non plus parce que la table est vraiment plus grande. Mais Ouais. bon, toi, tu pourrais jouer les yeux fermés. Donc, Ouais, c'est vrai. ça change pas grand-chose. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Comment t'es arrivé dans les échecs? Est-ce que Ok. c'est depuis ton plus jeune âge? Et même ton parcours professionnel, parce que je sais que t'as un petit peu tout plaqué à un moment donné pour te mettre aux Ouais. échecs, ce qui était, je pense, assez couillu de ta part. Voilà, nous raconter ton parcours au début, Ça marche. quand est-ce que t'as commencé? Ouais, passion d'enfance. En fait, j'ai appris les échecs à l'école primaire avec le professeur des écoles. Là, j'ai accroché, mais sans en avoir conscience forcément. Par contre, j'ai attendu quand même pas mal de temps avant de rejoindre un club d'échecs parce que je m'étais toujours dit que les échecs, il y avait que des vieux. Et donc, je me suis dit, si je vais dans un club d'échecs, bah, il y aura que des vieux, donc j'y vais pas. Et que tu disais dans un podcast, c'était has-been aussi un peu, non? Ouais, Quand t'étais jeune, en gros, c'était pas le truc cool ouais. à faire. Ouais, exactement. Après, bon, c'est peut-être avec le temps où tu te rends vraiment compte. Au début, j'étais plus en mode, tu sais, t'es un gamin et tu te dis, bah, j'aime bien le jeu, je continue, tu vois. Et après, j'ai attendu 2 ans à peu près, il me semble, pour franchir les pas d'un club d'échecs. Un petit club d'échecs, l'échiquier de la butte, Paris 18e, qui paye pas de mine. Et là, j'ai vu qu'il y avait des jeunes, en fait. J'ai vu que les jeunes jouaient aux échecs aussi. Et j'ai accroché. Et là, je me suis dit, OK, je fais un vrai tournoi officiel. Et après ce premier tournoi officiel, j'ai eu mon premier classement 1500 Elo. Okay. T'avais quel âge à ce moment-là? J'étais pupille, donc catégorie pupille, donc peut-être 10-11 ans, un truc comme ça. Okay. Et là, mon premier réflexe, c'est d'aller voir le site de la Fédération française des échecs et de regarder la liste des meilleures pupilles de France. Et je vois qu'avec mon premier classement, je suis dans la première page. Tu vois. Ouais, parce que j'allais dire 1500 à 10-11 ans, C'est bien. c'est déjà un super classement, quoi. Enfin, Ouais. c'est dur déjà 1500, on Ouais, se rend pas ouais. compte, mais enfin, faut déjà un peu jouer, quoi. Ouais, et là, ça m'a hypé de fou. Je me suis dit, oh, je suis dans la première page, je viens de débuter. Et donc là, la semaine d'après, je reviens à mon petit club d'échecs et je dis au professeur qui donne le cours, à la fin, je vais le voir et je lui dis, est-ce que vous donnez des cours particuliers? Il m'a dit non, mais il m'a proposé quelqu'un d'autre. Ok. Et à partir du moment où j'ai pris un coach privé, là, ça a commencé à exploser, ça s'est plus arrêté en fait. En gros, c'est quoi la progression pour se rendre compte Après 1 an, je suis passé 1850, après 1 an d'échec du coup Attends, en mais c'est-à-dire que t'avais compétition. 12 ans à peu près enfin Ouais, j'étais Ah ouais, parce que 12 ans, 1800... 1800, là, ça commençait à être déjà très solide. Ouais, 12 ans, donc 1850 Elo FIDE. Donc FIDE, c'est Fédération Internationale des Échecs. Et ensuite, après 2 ans, je devais être 2100. Après D'accord. 3 ans, 2300. Ah ouais, d'accord. Donc à 14 ans, à peu près 14-15 ans, t'étais 2300, quoi. C'est Donc ça. t'étais déjà Ouais. maître international. Non, je l'avais pas encore. Parce qu'en fait, il y a d'autres critères. Il n'y a pas que le classement qui compte, Ok. tu vois. Mais ouais, j'avais à peu près déjà ce classement, 15 ans, tu vois, 2300. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune puisse progresser aussi vite? Tu penses qu'il y a un petit peu d'inné ou c'est plus le travail? Tu lisais beaucoup de livres. À l'époque, il n'y avait peut-être pas non plus tous les logiciels. Je sais pas quel âge t'as là aujourd'hui. 31. 31, ouais. Donc, donc je pense qu'il n'y avait pas encore tous ces logiciels aussi avancés. Est-ce que tu penses que tu as beaucoup travaillé ou tu penses que tu avais un peu d'inné, tu t'es tout de suite assez rapidement bon? Je pense une forme d'inné. Alors bien sûr, un inné qui est pas comparable à ceux des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui, tu vois. Mais qui reste quand même présent parce que maître international, ça reste quand même, toi, quand tu es entre le top, moins du top 1% des meilleurs joueurs, ça veut dire que c'est quand même dur, tu vois. Ouais. Donc une forme d'inné, parce que j'avais jamais l'impression que mon entraînement était hyper structuré. Et surtout, j'ai une grosse rencontre qui m'a vraiment marqué, mon mentor,
C'était un coach qui s'appelait Roger Louvrier Saint-Marie. Et vraiment, c'était mon mentor. Et tu sais, quand tu es jeune, en plus, tu peux facilement suivre les pas de quelqu'un. C'est un peu une source d'inspiration, non? Il y a un peu ce côté-là. Je sais pas si on peut dire idéal, c'est peut-être le mot est fort, mais comme dans d'autres domaines, quoi. C'est ton coach, c'est on peut dire un peu le maître, un peu, tu vois, qui. Ouais. Et ce qui est assez étonnant avec Roger, c'était qu'en fait, il était 1600 Elo. Ah ouais, d'accord. Donc même quand j'étais 2300 Elo, c'était lui qui me donnait des conseils. Mais c'est marrant, c'est pas commun ça. C'est rarissime. Parce que autant dans le tennis, ça existe. Ouais. Parce que tu as des techniques pour se placer, etc. Ou dans d'autres sports. Mais dans les échecs, pour le coup. Ouais. Mais en fait, il donnait des conseils de limite de développement personnel, ou il te boostait un peu un coach mental, un peu, tu vois, avant l'heure. Ouais, ok. Et il m'a. Je sais pas ce qu'il me disait, mais il me disait des choses tellement puissantes que moi, genre, j'avais pas de limite, en fait, à cette époque. Tu vois ? Ouais, ça t'a aidé, en fait, à te surpasser, quoi. Enfin, c'est plus peut-être des sujets de confiance en soi ou de motivation, il t'a boosté, quoi. C'était. Ouais. Après, par contre, avec le temps, quand je suis arrivé à 2300, et parce que 2300, t'approches vraiment des niveaux des pros, là, j'ai senti qu'il y avait peut-être des fondamentaux qui n'étaient pas encore en place. Et que ce qui avait été présent jusqu'à présent et qui m'a permis de bien perfer grâce un peu au mental, ok, au bout d'un moment, il faut quand même la technique. C'est quoi, par exemple, c'est quoi, genre des ouvertures ou des lignes spécifiques là, du vrai travail théorique, on va dire, qui t'a manqué Et aussi comment on travaille de façon, la routine, tu vois, d'un pro, quoi. Je l'avais pas forcément et tout. Okay. Mais bon, je regrette pas, hein, franchement. Déjà, ce parcours et puis la rencontre. C'est déjà énorme. Non, mais là, déjà, c'est comme au tennis. Je pense qu'à 2300, c'est un équivalent au tennis, peut-être genre, je sais pas, de moins 30. Enfin, ça réduit. Il reste déjà très peu de monde. Ouais. Et alors après, je sais que t'as travaillé dans une société de consulting. Ouais. Est-ce que t'as abandonné aussi les échecs? J'ai l'impression qu'à un moment donné, t'as lâché les échecs, tu es revenu après, mais peut-être c'est de loin. Ça. Alors en fait, du coup, les échecs et moi, ça a toujours été compliqué. Et du coup, je suis en équipe de France jeune quand j'ai moins de 16 ans, je suis en équipe de France jeune. Et là, je fais le championnat du monde des moins de 16 ans. Et je termine 10e. Donc je suis trop content, tu vois. Et par exemple, celui qui a fini le champion ou vice-champion, aujourd'hui, c'est un top 20 mondial. Et j'ai fait le même tournoi, tu vois, c'est incroyable. Mais ça m'a fait aussi, du coup, j'étais tellement excité par ça que ça m'a fait aussi redoubler la seconde, tu vois. Donc, on commençait à voir que ça allait être compliqué, tu vois. Et après, par contre, je me suis quand même toujours un peu dit que je pouvais pas gagner ma vie avec. Et aussi, ok, je suis un peu dans une culture asiatique où, tu sais, c'est un peu l'école, c'est important, il faut travailler dur. Et du coup, mes parents, ils voyaient pas forcément ça d'un très bon œil que de faire des échecs. Il y avait sûrement raison, parce que quand tu regardes les stats, ouais. C'est comme devenir ton fils, il veut devenir genre champion de foot. Tu dis c'est chaud, quoi. C'est chaud, ouais. C'est vraiment chaud. Et du coup, après le lycée, j'ai redoublé ma seconde. Et après, je me suis dit, ok, peut-être il faut se chauffer. Donc, je me suis concentré pour la première, la terminale, tu sais, genre, il faut un bon dossier. Très bien. Et j'avais un bon dossier, et donc j'ai pu postuler dans une bonne classe préparatoire aux grandes écoles, plutôt classe préparatoire pour les écoles de commerce. Okay. Là, j'ai fait une grande école de commerce après la prépa, l'EM Lyon, et j'ai fait un double diplôme avec Centrale Lyon. Okay. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'avais un peu mis de côté les échecs. Genre là, tu jouais plus du tout limite ou plus trop. Après, tu sais, les échecs, c'est toujours un truc qui est là toute ta vie en général quand tu tombes dedans dans la marmite petit. Après, ça se perd, c'est-à-dire que quand même, c'est comme un entraînement. Genre, si tu joues pas. Alors, ce qui est ultra étonnant, c'est que j'avais un peu du mal à atteindre le titre de maître international. Et je l'ai eu finalement à 20 ans, entre la première et deuxième année de prépa. Ce qui n'a aucun sens parce que c'est le seul moment où je touchais pas un échiquier. Mais en même temps, genre, du coup, j'étais hyper relâché. Je sais pas, j'avais l'impression que la prépa, comme ça faisait réfléchir, peut-être que, tu vois. C'est marrant, ça, c'est ultra atypique, je pense, parce que de passer un échelon au moment où tu as le moins de bande passante pour t'entraîner, c'est bizarre. Après, ça dépend toujours de la gestion, de comment chacun gère le stress et la pression. Moi, j'ai toujours eu l'impression que je performais mieux dans les moments où j'avais l'impression que c'était pas important.
Ou en tout cas, que mon inconscient pensait que c'était pas grave si je jouais mal, tu vois. Après, je pense qu'il y a une manière aussi de s'entraîner et de progresser. Ça serait curieux d'avoir ton avis, mais par exemple, si tu joues comme un bourrin sans te reposer et que tu es fatigué, que tu pars en mode obsessionnel, finalement, tu peux rester bloqué. Ouais. Peut-être prendre du recul et y aller de manière plus. Gérer son temps pour quand tu joues, tu es full concentré. Plutôt que de tabasser, c'est un bon moyen de progresser aussi, peut-être, tu vois. Ouais, c'est clair. Moi, genre, souvent, les moments où j'ai tryhard incroyablement les échecs, c'était pas forcément les moments avec les meilleures performances. Ouais. C'est peut-être pas étonnant finalement, parce que tu peux t'épuiser cérébralement aussi à. Ouais, c'est clair. Et du coup, tu vois, donc j'ai fait ces études et après, mon premier CDI. Ça a été en conseil en stratégie, donc j'ai fait consultant en stratégie au Boston Consulting Group, le BCG, pendant 1 an et demi, plus ou moins. Et là, et en fait, c'était intense, c'était incroyablement. Ça, c'est connu, ça. Ouais, incroyablement. Je crois qu'il n'y a intense. il y a pas d'industrie plus hardcore, je crois, que le conseil, surtout dans ces boîtes-là, c'est les Big Four, quoi, c'est ça. Enfin, il y a BCG, McKinsey. Ouais, BCG, McKinsey, Bain. C'est ça, c'est ouais. ça, c'est. Et on dit que c'est une bonne école, quoi. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand on voit sur le CV quelqu'un BCG, etc., c'est aussi un tampon c'est clair. d'une résilience, tout, parce que c'est une école, quoi. C'est une école, ouais. Et c'est marrant parce que c'est une forme de haut niveau et ça me faisait un peu penser des fois aux échecs aussi. Tu vois, la façon dont on travaillait là-bas, tu vois. Ah ouais. Je pense qu'il faut être résilient faut pour être tenir. résilient, ouais, c'est ça. Et ok, et du coup, bah, c'est dur, c'était super dur. Et sauf qu'à ce moment-là, après 1 an et demi, il y avait la crise sanitaire. Et là, Covid, ouais. Et en fait, t'es chez toi. En fait, tout d'un coup, le temps se ralentit et tu te dis, bah, est-ce que c'est vraiment ce que je veux, quoi. Tu vois. Je pense que ça l'a fait pour pas mal de monde, ça. Ouais. Et peut-être je vais jouer un coup. Ouais. Hop. Et du coup, c'est vrai qu'on oublie la partie. Hein. Ouais. Ah, tu vois. Et ouais, c'est clair. Et du coup, je me dis, ok, bah, c'est peut-être pas forcément ce que je veux. J'étais un petit peu au bout, tu vois. Et là, j'ai démissionné. J'ai démissionné et j'ai passé un peu 1 an à rien faire et un peu dans la honte aussi, tu vois. Genre, j'ai pas mis à jour mon profil LinkedIn parce que je n'étais pas forcément hyper à l'aise de dire que je faisais rien. Au BCG, souvent, quand on s'en allait, on faisait un mail de départ pour dire son nouveau projet, etc. Bah, moi, comme j'avais pas de projet, j'ai pas fait de mail de départ parce que j'avais un peu honte de partir avec 0 projet. Tu t'es chauffé de partir de BCG comme ça, en démission, même pas une rupture co pour au moins avoir le chômage. Elle était dure à avoir. Hein. Ah, elle était dure, ok. Ouais. Enfin, parce que dans mon bureau, par exemple, il y avait d'autres gens qui avaient cherché à l'avoir, ils l'ont pas eu. Et puis moi, de base, je me suis dit... En fait, de base, je voulais tellement partir que... Ouais, pourquoi la honte de partir alors qu'à ce moment-là, tu suis un peu ton intuition et tu t'écoutes finalement, donc c'est plutôt... je trouve satisfaisant de s'écouter. Ouais. C'est des choses qu'on fait peu dans la vie et quand on s'écoute, c'est des bons moments normalement. Ouais, alors avec le recul, je regrette pas bien sûr, mais tu vois, sur le coup, par exemple, non mais ma famille était vraiment pas pour. Moi, je me rappelle, tu sais, mon père, il a pris mon échiquier, il l'a brisé, tu vois. Donc parce que tu leur as dit, j'arrête, et t'as commencé à jouer aux échecs, donc ils ont compris que t'étais en train de... Je leur ai pas dit, ils l'ont découvert, tu vois. Et du coup, ouais, ils étaient vraiment pas contents. Et puis moi-même, genre, c'était pas un départ avec un plan B. C'était un départ parce que j'avais vraiment besoin de partir. C'est quoi? C'était un burn-out, Ouais, j'avais des problèmes au niveau de... J'avais mes cheveux qui chutaient pas mal, tu vois, de façon un peu anormale. Ouais, ça, c'est vraiment ça qui m'inquiétait le plus, tu vois, la chute de cheveux. C'est pas si grave, je crois, hein, la chute de cheveux. Parce que quand on a beaucoup, ça, tu vois, ça te... Bah en fait, c'est plus quand tu... Enfin, moi, c'était pas du tout lié à la calvitie, parce que j'ai vraiment pas ça, tu vois. Et c'était vraiment lié quand tu prends ta douche et que tu vois que quand tu fais ça et qu'il y en a beaucoup qui tombent de façon anormale et quand aussi tu mets ta main dans tes cheveux et que tu sens que la densité, elle est grave réduite comparée à d'habitude. Et là, quand ça dure, tu te dis, putain, c'est bizarre, quoi. T'es atteint physiquement. T'es atteint physiquement. Ouais, je sentais que mon corps, il pouvait plus, tu vois. Donc, je voulais juste partir et je suis parti avec 0 projet, tu vois. Mais des économies. L'avantage du conseil en stratégie, c'est que comme tu n'as pas de temps,
tu n'as pas de temps pour dépenser l'argent que tu as gagné. Et en plus de ça, tu gagnes très bien ta vie. C'est bien, ça dépasse bien fait. Donc, t'es bien payé. En plus de ça, t'as pas le temps de le dépenser. Ouais. C'est un mélange des deux. J'avais des économies, tu vois. Parce que j'avais juste pas eu le temps de dépenser mon argent. Mais du coup, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis justement de passer un an un peu tranquille, tu vois. Donc ça, c'était top. Et en fait, après un an, je me suis dit, bon, bah ok, j'ai plus trop d'économies. Donc je vais essayer de gagner de l'argent. Et là, j'ai donné des cours d'échecs privés. Je me suis inscrit à une start-up française qui est assez connue, Superprof. Ah oui, je connais bien. Et du coup, c'était vraiment top. Genre, je me suis inscrit sur Superprof, j'ai dit que je donnais des cours d'échecs. Et j'ai trouvé plein d'élèves, tu vois. Et c'est vraiment fou parce que, en fait, tu passes de, tu sais, d'un point de vue un peu social, tu passes de le consultant en stratégie, en costard-cravate, qui passe ses journées à, je sais pas, à la défense et compagnie. Et tout d'un coup, t'es prof d'échecs, tu vois. C'est drôle, ça. C'est genre un... Même socialement, genre quand t'es avec tes potes, tu dis, bah là, je suis consultant stratégie chez BCG. Ah, genre, je suis prof d'échecs, c'est drôle, c'est deux choses différentes. Ouais, c'est deux choses différentes. Je pense que pour les gens lambda, il n'y a pas de souci. C'est plus par rapport à les gens que tu connaissais dans ton milieu d'avant, tu vois. Et par exemple, moi, quand je suis parti du BCG, genre, les gens me disaient souvent, mais ok, c'est quoi l'idée? Tu sais, parce qu'il faut une idée, en fait. Genre, sinon, t'es un peu un loser, en fait. Sinon, la société dit qu'il fallait une idée, donc voilà, faut une idée. Ouais, et moi, j'avais pas d'idée, tu vois. Donc, et du coup, ok, genre, je donne des cours d'échecs et je le faisais plus à ce moment-là parce que je voulais pas retourner dans mon taf d'avant. Mais à un moment, je me disais, parce que voilà, et à un moment, je me disais, bon, bah, si j'ai vraiment plus d'argent, je vais y retourner, tu vois. Et excuse-moi, j'ai peut-être joué un petit coup. On a le temps. Mais finalement, on est tombé dans un début Larsen. Ouais. Ah ouais, c'est. C'était prévu ou. Mais non, en fait, la. Comment elle s'appelle? Il n'y a pas une ouverture qui s'appelle Nimzo ou Nizo quelque chose? Ah si, ok, je vois. Ouais, je pense qu'on est, on n'est pas loin. Attends, je réfléchis. Alors c'est plutôt les noirs qui le jouent en général, mais là tu l'as fait un peu en inversé. Avec les blancs ça peut jouer aussi. Ouais. Tu l'as fait je crois que là, le prochain coup de cette ouverture, c'est d'aller menacer le cavalier avec ce fou-là. Je pense que c'est ce jeu. C'est le bon coup. C'est le bon coup, ouais. Cette position est très théorique. Comme ça, je renforce mes... Ouais. Je commence à attaquer le pion central, on va dire. Top. Ouais. Allez, je vais jouer ça. C'est le coup le plus joué. Ok. Ouais. Là, j'ai oublié le nom, du coup. Donc là, on est dans le début Larsen. Ok. En fait, t'as transposé sans le vouloir dans un autre truc. Ok. Et c'est si au premier coup, t'avais direct déplacé le pion B2 en B3. C'est le début Larsen, ça. Et du coup, du nom d'un grand champion qui s'appelait Larsen. Ok. Et qui, du coup, jouait beaucoup ça. Et du coup, comme t'étais pas habitué, là, ça déstabilise un peu plus que de l'habitude ou ça change rien du pour coup, toi? on est retombé sur un truc que je connais. Ah, ok, merde, ok. Mais le premier coup, c'était pas la façon la plus habituelle de l'obtenir, tu vois. Ok. Attends, j'en étais où, du coup? C'est ça la complexité quand on joue aux échecs et qu'on discute en même temps. Mais oui, j'étais sur... Ah oui, je donne des cours sur Superprof. Et là, tu commences à bien gagner ta vie, du coup, ça fait plein d'élèves. Je commence à gagner ma vie. Ça gagne bien, prof d'échecs, parce que... Bah, ça dépend toujours, parce qu'en fait, il y a beaucoup de concurrence. Quand tu vas sur Superprof, tu as des profs qui donnent des cours. Tu vois, par exemple, tu as des jeunes qui sont encore chez leurs parents, par exemple, et qui font plus ça pour argent de poche. Et bah voilà le cours qui est à 10 € de l'heure, tu vois. Après, c'est pas pareil d'avoir un maître international 2300, 2400 qu'un jeune 1900. Enfin, c'est pas les mêmes niveaux non plus d'apprentissage. Donc. Mais du coup, tu vois, sur la plateforme, en fait, tu te rends compte qu'il y a tous les prix. Et quand tu as un prix plus élevé, il faut réussir à le justifier, tu vois, et à donner et montrer aux gens que ça vaut le coup, tu vois. Donc c'est pas évident. Ok, je vais jouer un petit coup. Hop, ça. Ok, ouais. Et du coup, à ce moment-là, ok, je donne des cours. Et au bout d'un moment, je vois des potes qui se lancent dans la création de contenu, tu vois. Et je vois que ça marche plutôt pas mal. Et sur YouTube et sur LinkedIn, tu vois. Mais c'est quoi, il se lançait dans quoi Alors, sur YouTube, c'était un pote qui se lance aussi dans les échecs, tu vois. Et sur LinkedIn, c'était plutôt en mode conseil de vie, conseil entrepreneurial, tu vois. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi? Et je me suis aussi lancé à ce moment-là dans la création de contenu. Et c'est là que l'aventure YouTube a commencé, tu vois. C'est marrant parce que là, t'es passé carrément créateur de contenu. C'est-à-dire que t'es conseil, prof d'échecs et ensuite créateur de contenu. Ouais. Et t'as osé aller sur la création de contenu parce que souvent, il y a une espèce de petite balle à l'entrée de se dire
putain, je vais me mettre en vidéo sur YouTube comme ça, ou tu t'es tout de suite dit qu'il y a une opportunité d'y aller comme ça. Je trouve qu'il y a cette petite vague quand tu viens pas de cet environnement. Une fois que tu l'as fait, en fait, tu te rends compte que c'est un peu facile au fil du temps. Ouais. Mais la première fois d'y aller, il y a un côté un peu, tu t'exposes aussi. Je trouve qu'il y a le côté un peu social, c'est-à-dire qu'il y a tout ton entourage qui commence à te voir sur YouTube. Parce que pareil, YouTubeur, c'était à l'époque, c'était aussi un peu plus galvaudé qu'aujourd'hui. Ouais. Bah écoute, moi, je pense que j'ai un peu une passion pour la création de contenu. Parce que j'ai commencé d'abord sur LinkedIn en fait, et après sur YouTube. Donc j'ai plutôt commencé avec l'écrit. Et j'ai bien aimé le fait qu'on puisse poser son texte comme ça et les gens regardent. Parce que tu vois, genre, moi de nature, je suis plutôt introverti, donc j'aimais bien le fait d'avoir le temps de me poser, de réfléchir à mon texte et ensuite de le proposer aux gens. Ok. Tu vois, genre je trouve que c'est un truc qui convient assez bien aux gens qui aiment bien être posés, réfléchir. Et pas être dans le, tu vois, par exemple dans la dynamique d'un débat, par exemple, tu vois. Bien pour les échecs en plus, je trouve. Ouais. Pour moi, c'est des valeurs qui sont liées aux échecs, ça. Exactement. Les échecs, c'est sang-froid, patience, résilience, mais il y a ce côté un petit peu un peu plus calme que surexcité, quoi. Un joueur d'échecs, il est pas surexcité. Et du coup, après, j'ai aussi, en fait, mon premier post, c'était un post qui comparait le business et les échecs sur LinkedIn. Ça comparait des stratégies de pricing avec les échecs. C'est marrant, donc on n'est pas loin de mon concept là. Ouais, en fait, je disais, tu sais, en fait, un truc super con, je disais, vous savez, la glace que vous achetez à un supermarché, elle est pas chère. Quand vous l'achetez sur la plage, elle est plutôt chère. Et ça montre que, en fait, en fonction de différents facteurs, le prix peut évoluer. Tu vois. Et je disais, en fait, aux échecs, c'est pareil. Un cavalier, ça vaut 3 points. Un fou, ça vaut 3 points. Mais dans une autre situation, votre cavalier, il peut vouloir 1000 points, tellement il est crucial dans une stratégie spécifique. C'est fou ça. Et donc en fait, c'est un peu ce truc de, en fait, il y a une valeur dynamique aux pièces et qui n'est pas fixée. Et c'est un peu comme le pricing, où des fois le pricing peut être dynamique aussi, tu vois. Putain, je l'avais pas ça, ce côté qu'une pièce, en gros, elle va, par exemple, le cavalier vaut 3 points. Mais dans une config particulière, elle peut limite en valoir 6, quoi. Exactement. Ça, je l'avais pas, ça. Cette évolution. Et en fait, c'est mon premier post LinkedIn. Et il a fait 200 likes. Et en plus, c'est un post assez expertise, tu vois. En plus, LinkedIn, je trouve que c'est vraiment la population des gens qui peuvent s'intéresser aux échecs. Ouais. Ça colle bien, je trouve. Donc, c'était bien, je pense, de commencer sur LinkedIn. Ouais, et surtout, cet accueil m'a dit, peut-être il y a un truc à jouer, quoi. Comment t'es passé à la vidéo Je joue pas, je nettoie juste l'échiquier. Ces pièces touchées, pièces à jouer, je le redis parfois. Ouais. Donc, si je touche une pièce, j'étais prêt à le dire. Hein. Comment là, j'hésite entre deux coups, juste je me permets. J'hésite entre mon cavalier là ou mon pion là-bas pour commencer à développer un peu. Mais le pion ici, le cavalier là, j'aime bien parce que je continue d'attaquer là. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je préfère le cavalier parce qu'il y a les 3 grands principes de l'ouverture. Prendre le centre, développer les pièces, mettre le rang en sécurité. Ok. Donc là, déjà, je peux préparer mon roc. Ouais. Donc j'ai le double avantage. J'attaque, je prépare mon roc. Tu développes les pièces et tu prépares le petit roc. Je trouve que c'est beaucoup plus safe. Donc on est plutôt pas mal. Ouais. Après, il y avait peut-être ce coup-là, le pion qui s'avançait potentiellement, qui pourrait me faire chier. Mais après, je mets le cavalier ici et là. Ouais, je trouve ça va. Ça va, ouais. Et il est protégé par le fou et tout. Allez, je joue ça. Voilà, je t'ai coupé, pardon. Je demande des petits conseils en même temps. Ouais, t'inquiète. J'en profite. Même pour les gens qui nous écoutent, l'idée du podcast, c'est de les initier aussi et d'apprendre les échecs en même temps de parler business. Bah ouais, j'adore. Mais en fait, il y a plein de gens qui parlent de business en jouant une partie d'échecs, en fait. De quoi, pardon? Il y a plein de gens qui parlent de business en jouant une partie d'échecs. Bah grave. Et en buvant un petit verre. Ouais. Il y a les gens qui se réunissent dans des clubs, en fumant des cigares ou en buvant des whisky, mais je pense qu'il y a des gens qui se font des parties d'échecs et qui se racontent leur vie. Du coup, là, est-ce que tu vas réussir à te rappeler de où on en était ou pas? Dans la discussion? Ouais. Ah oui, du coup, mon premier post sur le pricing échec, ça a bien marché, très bel accueil. Et du coup, je me suis dit, let's go. Tu vois, let's go. Et après, comment t'es passé à la vidéo? C'est ça qui m'intéresse parce que quand tu passes de LinkedIn à la vidéo, c'est tout autre chose. Là, tu te mets en face cam. Ouais. Et il y a juste un petit truc que je voulais souligner pour tous les gens qui te connaissent. Je pense que t'as vraiment un don pour parler d'échecs. Parce que quand on t'entend parler derrière en train de commenter les vidéos, t'as une espèce de voix qui nous emmène dans la partie. Et en fait, t'as réussi à amener du suspense aussi dans une partie d'échecs. Ouais. Ce qui n'est pas non plus chose facile. Mais en fait, t'arrives à assez bien commenter et à raconter une histoire autour d'une partie. Et j'aime bien quand, par exemple, tu dis que Magnus Carlsen, il bouge ce pion-là, il le met là, il met sa tour. Et en gros, il vient provoquer l'autre grand maître. Et ça crée un peu de storytelling. Oui. Et là, pour le coup, je trouve que t'es vraiment
Enfin, t'es fait pour ça, je pense. Ouais. T'as une vraie capacité à storyteller une partie d'échecs, tu vois. Bah, en fait, Et tu nous embarques en fait dans une partie. Et parfois, c'est 15 minutes, tu commentes une partie. Et on est derrière. Et c'est plus facile à suivre parce que la partie brute, ouais. ça peut être un peu chiant, tu vois. Alors, c'est un gros travail que j'ai fait sur moi-même, en fait. Parce que, si tu veux, moi, j'ai aussi longtemps hésité à faire le parcours en mode je vais essayer de progresser au maximum aux échecs dans le haut niveau. Et si tu veux, dans le haut niveau, quand on va parler de sa partie d'échecs, on va essayer de masquer ses émotions, on va essayer de masquer ses erreurs, parce qu'on veut dégager une image de joueur fort, tu vois. Donc, si tu veux, c'est hyper inhabituel pour quelqu'un de publier ses failles émotionnelles qu'il a pu avoir durant sa partie. Ça, c'est très fort. Pardon, j'avais pas ça. Quand tu dis, putain, là, qu'est-ce que tu fais, Julien? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de stresser, ouais. je fais de la merde. En fait, t'es vraiment en train de reciter ce qui est en train de se passer. Oui. Ça, c'est fort, ça. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de haut niveau, en fait, qui vivent exactement ce que je dis dans mes vidéos, mais c'est juste qu'ils peuvent pas se permettre de le dire. Parce toi, que t'es authentique, tu le dis. Bah, je sais pas si je suis authentique. C'est juste que, imagine, t'es top 20 mondial et tu commences à dire en interview, ouais, là, j'étais en panique totale. Bah, ça donne des indices à tes adversaires pour la suite, tu vois. Ouais, sur une ligne, c'est-à-dire qu'il commence à paniquer sur une ligne spécifique où il se fait attaquer, c'est un point faible pour tout le monde après. Ouais, du coup, ils peuvent pas vraiment le dire. Et moi, en fait, comme je suis plutôt créateur de contenu, je peux me permettre de dire là, j'étais vraiment en panique. Mais t'as raison, j'avais le côté storytelling où tu embarques dans une narration autour de la partie. Ouais. Mais il y a le côté émotionnel, t'as raison, qui est très fort. Où en gros, t'es en train de jouer normal. Et à un moment donné, on sent que tu stresses et tu le dis. Et effectivement, on voit que sur les échecs, tu commences à faire un ou deux mauvais coups. Et ça, c'est pas mal. Ouais, et c'est en fait, les échecs, c'est émotionnellement ce qui se passe dans nos têtes, c'est super fort. Et je trouve que le challenge pour la communauté des échecs, c'est de réussir à retranscrire ces émotions et de le partager au grand public, même si ça joue pas aux échecs. Et ça, t'es le seul à le faire. Je pense que c'est une de tes, comment on appelle ça, de tes marques de succès, on va dire. Je pense que ça joue beaucoup. Alors là, juste je refais une petite parenthèse. Après, je vais jouer sans te demander parce que sinon ça va pas être drôle, mais pour les gens, parce que moi, j'ai pas le niveau de savoir pourquoi, en gros, là, tu sacrifies un pion. Parce qu'en gros, là, pour moi, ce pion-là, tu me l'as donné. Mais à mon avis, c'est parce qu'après, tu mets ta tour et tu me. Non, il doit y avoir un sale coup. Parce que si je prends le cavalier avec le fou, potentiellement, tu es obligé de le reprendre. Après, je peux prendre le pion. Et si tu bouffes avec le fou, moi, je prends avec le fou. Ouais. Donc finalement, tu m'as donné un pion. Alors, j'ai pas fait exprès, honnêtement. Ok. Mais après, je suis pas hyper inquiet parce que en même temps. Là, tu me donnes un pion. Ouais, mais en fait, parce que tu vois, le fait d'avoir plus de matériel ou moins de matériel, c'est un élément du jeu. Mais en fait, tu as 4 autres éléments stratégiques qui sont présents dans le jeu d'échecs. Tu as le matériel, ce que tu viens de dire, mais tu as aussi la sécurité du roi, la structure de pion, l'espace et l'activité des pièces. Et la position, ça rentre dans quoi, l'aspect positionnel? C'est-à-dire que t'es plutôt dans une bonne position. Non, c'est pas la. Alors, si tu veux, dans la c'est une autre clé de lecture du jeu. Mais si tu regardes quels sont les facteurs qui vont influencer pour savoir qui est mieux, c'est ces 5 éléments qu'on regarde. Okay. Et donc, en fait, tu vas gagner un pion. Donc, sur le matériel, tu seras mieux. Ouais. Mais c'est ça que j'aime bien dans cette ouverture. D'ailleurs, je la fais souvent parce que ce pion-là, il est dur à défendre en fait, parce que j'attaque très vite que ce pion-là. J'ai oublié d'ailleurs. Et du coup, là, tu l'as oublié. C'est drôle, mais du coup, je me suis dit, il y a un piège de me le laisser. Bah, je suis pas inquiet parce qu'en fait, sur les autres éléments stratégiques, mais non, mais en plus, regarde, j'ai mon pion parce que je pensais qu'il allait avoir la colonne, mais même pas en plus. Ouais, même pas. Mais ça va, je suis pas trop inquiet. Ok. Bon, je vais l'attaquer. Du coup, je vais suivre ma logique. J'adore faire ça. Donc, logiquement, si je calcule bien, j'ai gagné un pion. Mais après, on verra ce qui se passe. On verra ce qui se passe. Donc, pour gagner ce pion-là, je dois commencer par prendre le cavalier. Ouais. C'est bien. En plus, ça va me permettre peut-être de montrer pourquoi je suis pas inquiet. Ok, ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que tu l'avais pas vu et que t'es pas inquiet. Donc, c'est que inconsciemment, t'arrives à, même quand tu vois pas un coup, être quand même bien dans une position. Parce que je sais que même si j'ai un pion de moins, j'ai quand même déjà mis mon rang en sécurité comparé à toi. J'ai déjà beaucoup de pièces sorties comparé à toi. J'ai la paire de fous aussi, qui est un atout stratégique. Donc je me dis, bon, c'est pas la fin du monde, je me dis. D'ailleurs, ça, c'est vrai qu'on disait que les pièces prenaient de la valeur. Souvent, t'en parles aussi dans tes vidéos que la paire de fous, elle te donne un petit avantage à la fin. En gros, une paire de fous, c'est plus puissant à la fin que genre un cavalier, un fou en fin de partie. Ouais. À quel point ça change tout Peut-être c'est à très haut niveau que ça change ou... Ouais, alors quand tu débutes, c'est vraiment pas important. Par exemple, quand je coach des débutants, moi je leur dis, écoutez, cavalier fou, même valeur, vous cassez pas la tête.
À un niveau élevé, ça peut être super important. À un top niveau, des fois, il y a des parties qui se jouent sur ça, tu vois. Ah ouais, quand même. Mais en fait, la paire de fous, c'est hyper complémentaire parce que lui contrôle les cases blanches et lui contrôle les cases noires. Donc en fait, imagine, t'as les deux fous, bah, ils sont hyper complémentaires. Ouais. Et imagine, il t'en manque un des deux. Le problème, c'est que, imagine, toi, t'as juste le fou de case blanche et pas le fou de case noire. Bah, peut-être que moi, du coup, je vais t'attaquer sur case noire. La couleur où t'as pas le fou. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis il y a aussi le fait que quand l'autre, par exemple, il lui reste en fin de partie, genre son fou, par exemple, sur case blanche, Ouais. tu mets tous tes pions en case noire et toutes tes pièces en toi. Et Exactement. il sert plus trop à rien le fou. Donc Ouais. le fou tout seul aussi, ça c'est emmerdant en fin de partie parce que. Et alors je te pose. Allez, je t'avais dit dernière question, là je te pose la dernière. Après, promis, je n'ai plus le droit de demander. Ok. Dans ce genre de circonstances, par exemple, est-ce qu'il y a une manière de bouffer le pion? Est-ce que c'est mieux de le faire avec le cavalier ou avec le fou? Ou ça change rien? Ou toi, tu dirais qu'il y a quand même un avantage à le faire avec une pièce ou une autre? Alors, en général, il faut que tu captures en premier, parce que là, tu vois, il y a deux attaquants sur le pion E5 et un défenseur, mon fou D6. Ouais. En général, il faut que tu captures en premier avec ce dont tu es OK. Si tu t'en débarrasses, tu es OK, tu vois. Ok. Et Donc, du coup, en là, gros, tu vois, là, ce que j'aime bien, c'est que j'aime bien mon fou dans la diagonale. ouais, Là, intuitivement, je me dirais, je préfère gagner mon fou en diagonale qui est bien menaçant et bien chiant. ouais. Mais en même temps, si je mets le fou là, je menace de reprendre le fou. Donc, Parce que si tu manges du fou, je peux manger ton fou. Ouais, et c'est tu ça. perds ton fou. ouais, Et si tu manges du cavalier, je peux manger ton cavalier et tu perds le cavalier. Non, tu peux plus manger. Tu peux pas manger le cavalier après. Si, regarde, si tu manges du cavalier. Non, regarde, je mange du fou. Ouais. Là, tu manges avec le fou, je reprends avec le cavalier. Oui, oui. Mais si tu commences en mangeant du cavalier, Ouais. je peux manger le cavalier. Voilà, et après, je reprends le fou. Donc la question pour toi, c'est tu préfères garder le cavalier ou le fou? Si jamais je mange, Ah, si jamais tu manges, C'est ouais, ça mais la que je question. sais pas. tu vois. Mais je crois que je préfère garder le fou. Moi aussi, j'aurais préféré le fou. Ok. Ouais. Ok. Allez, c'est la dernière question. Maintenant, j'arrête et Vas-y. on pourra en découdre après. Voilà. On en était où là? C'est super dur de revenir. Mais justement, un bon joueur d'échecs a une bonne mémoire. Ouais. Est-ce que tu as une bonne mémoire? Tu te rappelles de quoi on parlait avant tous ces coups-là? Parce qu'il y en avait pas mal. Pour Moi, moi, c'était la narration. J'étais autour de la oui, narration. storytelling et le fait de partager ses émotions. Ouais, ça, c'est vraiment ta patte, je trouve. Et finalement, dans les créateurs de contenu plus globalement, c'est quand tu arrives à comment on appelle ça, à casser la carapace et que tu es vraiment authentique, que finalement tu peux vraiment fédérer du monde. Je pense que c'est comme ça que tu as réussi à monter une communauté et Ouais. un aspect authentique dans tes vidéos qui marche. Ouais, alors l'authenticité, oui, c'est important. Et après, en même temps, je pense que il y a aussi il y a aussi du personal branding quand même. Tu vois, c'est-à-dire que on a tous un peu différentes casquettes dans nos vies. Tu vois, il y en a, je sais pas, ils sont pères de famille, et après il y en a, il y a leur casquette de leur métier, etc. etc. Et aussi dans différents contextes sociaux, on est un peu différents. Imagine, t'es avec tes potes du sport, imagine, t'es à la muscu, imagine, t'es avec tes enfants, etc. Et du coup, il y a aussi, et après, il y a aussi la problématique de quel message je veux envoyer aux gens, tu vois, quel impact je veux avoir, tu vois. Et du coup, des fois, tu peux te dire, ok, moi j'ai plutôt envie de véhiculer ce message parce que je trouve que ce message il est stylé et que il va avoir un impact positif, tu vois. Et donc, des fois, tu peux aussi orienter ton message spécifiquement d'une façon en te disant, parce que moi je pense que si jamais j'arrive à avoir cet impact, c'est positif. Et ça veut pas dire pour autant que t'es pas authentique, tu vois. Oui, mais ça, tu l'as découvert une fois que tu avais beaucoup d'abonnés. Je pense qu'au début, quand tu te lances ou tu y as pensé dès le début à ça ou pas? Ah non, ouais, effectivement. Je pense qu'on se lance tous un peu comme ça au début sans trop réfléchir. Puis dès qu'on commence à avoir beaucoup de monde, là, on réfléchit un peu plus stratégie pour le coup. Exactement. Mais je pense qu'au début, tu y allais de manière authentique. Enfin, tu t'es pas dit, faut que je sois authentique. Non, au début, ouais, j'ai juste publié mes vidéos et d'ailleurs, elles faisaient pas de vues. Donc, pourquoi tu faisais pas de vues au début d'ailleurs? C'était quoi les. Franchement, je sais pas. En fait, mais après, j'ai eu une vidéo qui a fait tout exploser, tu vois. Okay. C'est quoi? Alors, le titre de la vidéo, c'est Ce grand maître m'accuse de tricher à la ronde 3 de Dubaï. C'est drôle, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, tu sais, on a souvent peur que l'adversaire triche aux échecs. Parce qu'en fait, il suffirait que tu ailles aux toilettes avec ton portable et tu demandes à l'ordinateur quel est le meilleur coup et tu reviens jouer le meilleur coup, tu vois. Pas grave. Et du coup, à un moment, moi, je me lève, mais aussi, tu as le droit de te lever parce que tu as le droit d'aller prendre à boire, tu as le droit d'aller aux toilettes pour aller aux toilettes. Sauf que mon adversaire, il avait probablement peur que je triche. Et du coup, au moment où je me lève pour aller aux toilettes, moi, je voulais prendre un café en vrai, il a joué tout de suite, tu vois. C'est comme si là, je me levais. Oui, mais c'est pas grave, ça dépend si c'est une partie très longue, t'as le temps. Alors, souvent, quand tu as vu le coup de l'adversaire, t'as pas le droit de partir, tu vois.
Ah ok, je savais pas cette règle-là. C'est plutôt quand c'est à l'autre de jouer que tu as le droit de te lever. Mais moi, je me levais, c'était à lui de jouer, tu vois, à mon adversaire. Et pile à ce moment-là, je me lève. Mais quand il voit que je me lève, il joue tout de suite. De telle sorte que c'est à moi de jouer, tu vois. Okay. Il le fait une fois, ça me dérange pas. Il le fait 2 fois, je me dis, quand même. Et après, il le fait une 3e fois. Ouais, mais ça l'oblige à jouer vite, du coup, c'est peut-être pas idéal non plus pour lui. Ouais. Et du coup, au bout de 3 fois, je me dis, bon, bah, franchement, là, il abuse. Moi, j'ai le droit quand même d'aller prendre un café. Parce que tu as le droit de prendre des boissons et de revenir à l'échiquier avec ta boisson, tu vois. Et là, il me suit, en fait. Et il me dit, non, tu dois venir t'asseoir. Tu as vu le coup que j'ai joué, donc tu dois rester sur l'échiquier. Mauvais joueur, ça. C'est un peu mauvais joueur. Bah après, j'ai pas envie de lui jeter la pierre, tu vois, parce que voilà, il y a aussi, par exemple, il y a aussi des cas de triche avérés. Ah, il y en a, ok. Il y en a un petit peu, ouais, sur les circuits. Ah oui, il y en a, et c'est un vrai problème aux échecs. Hein. C'est un vrai problème. En ligne, je te raconte même pas aussi, c'est un vrai problème. Est-ce que leur but en ligne, c'est. Bah, tu vois, chess.com, ils font par exemple un tournoi tous les mardis qui s'appelle le Title Tuesday, qui réunit les meilleurs joueurs du monde avec de l'argent à gagner. Je crois que le premier gagne 1000 €, tu vois. Et du coup, bah, forcément, dès qu'il y a de l'argent, ça donne envie aux gens potentiellement de tricher. Et comment t'assures que ça triche pas alors qu'on est en ligne et que tu vois les gens à distance, tu vois? Et c'est marrant parce que sur YouTube, moi, je me suis fait avoir aussi sur tes vidéos sur le truc d'arbitre. Parce que t'en as fait une autre comme ça avec... je sais plus ce que c'était, mais il y a eu un truc avec un arbitre, mais je sais plus ce que c'est. Mais c'est vrai que dans les titres, ça marche bien, ça doit être un bon pour toi. Oui, les gens... L'arbitre a fait un truc bizarre, tu dis qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai dans tous les sports, hein, tu vois. C'est vrai dans tous les sports. Non, mais foot, du coup, tu crées du... Ce qu'on peut reprocher aux échecs, c'est le fait qu'aujourd'hui, ce soit un petit peu plus policé. Ouais. Mais après, c'est vrai dans plein de sports. Hein. Par exemple, je trouve que tu regardes le tennis, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de rivalité et tout. C'est vrai que Magnus Carlsen, il a un petit peu aidé sur certains points. Il amène du piment. Ouais. Il amène un peu de piment, donc ça aide. Ouais. Mais il pourrait y en avoir un petit peu plus, des confrontations. Je sais qu'à l'époque, il y avait des grands maîtres, je crois, qui n'avaient pas serré la main un jour dans une finale. Enfin, il y a des petits trucs comme ça. C'est marrant que tu dis ça parce que c'est arrivé il y a 2 jours. Okay. Et ça a fait un petit scandale. Ouais. Ah ouais? Ouais, il y a un joueur ouzbek qui a refusé de serrer la main de son adversaire qui était une femme. Et en fait, il l'a justifié après en disant que c'était pour des raisons religieuses, qu'il ne pouvait pas serrer la main de femme qui n'était pas dans son cercle proche. Et du coup, ça a fait un petit scandale. Ouais. Il y a eu le jean de Magnus Carlsen aussi il n'y a pas longtemps. Le jean de Magnus Carlsen. Et non, mais c'est vrai que c'est des scandales. La rivalité, ça joue un peu. Mais après, comme le problème, c'est que Magnus Carlsen, il a un petit peu tout rasé. Ouais. Donc ça empêche aussi ça... quand il y en a un qui prend trop la lumière. Et donc, alors, tu as une vidéo qui a explosé. Ouais, et là, ça fait gagner genre beaucoup d'abonnés. Ouais, après, ça a fait exploser la chaîne. À partir de là, j'ai commencé à faire des vues de manière conséquente. Et après, il y a eu les shorts. Le 1er février 2023, il me semble, les shorts sont arrivés sur YouTube. Et là, ça a fait un second boost sur ma chaîne. Et donc, t'es monté, c'est quoi progressivement? T'es monté à combien? Mais c'est marrant de raconter les débuts. C'est que toi, t'as 340 000 abonnés sur YouTube. Sur YouTube, ouais. Presque 1 million d'abonnés sur toutes les plateformes. Ouais. C'est dingue de dire que toi, au début, t'as galéré. Au début, tu faisais des vidéos, il n'y avait pas de vues. Ouais. On ne devient pas... Ouais, c'est clair. Et du coup, il faut persister. C'est marrant parce que là, je viens de passer la semaine avec un stagiaire de 3e qui veut devenir youtubeur d'échecs. Et ouais, du coup, c'est pas évident parce que tu vois, par exemple, tout son entourage lui dit non, mais c'est pas, arrête, je fais pas ça, tu vois. Donc, et du coup, ouais, je lui ai parlé de ce moment précis, effectivement, où au début, tu feras pas de vue et il faut s'habituer. Il faut continuer. Limite, je lui ai dit, bah, c'est pas mal que tu commences tôt parce que du coup, vu que t'as pas de loyer à payer à 14 ans, du coup, tu pourras bien vivre cette phase où tu feras pas de vue. Et est-ce que tu gagnes ta vie rien que sur la partie création de contenu? C'est-à-dire qu'en gros, YouTube, TikTok et tout, à partir d'un certain nombre de vues, te rémunèrent. Ouais. Est-ce que c'est anecdotique ou ça peut rapporter? Non, c'est important, c'est vraiment important chez moi. Et sinon, j'ai mon club d'échecs. C'est les Alors, le club d'échecs en ligne, t'as pas de club physique? En fait, il est un peu hybride dans le sens où j'ai une rencontre mensuelle par mois à Paris. Mais c'est pas évident, tu sais, parce que quand c'est en ligne, ton club, t'as des gens qui sont membres du monde entier. Tu vois, en fait, j'ai les Français qui sont en France, les francophones,
donc canadiens, suisses, belges, etc. Et j'ai les dom-tom, bien sûr, et j'ai les Français de l'étranger. Tu sais, les Français qui vivent dans un pays pas forcément francophone. Expatriés ou... Exactement. Et donc, tu sais, c'est jamais évident quand tu as des membres répartis dans le monde entier de gérer le présentiel. Tu vois. Parce que aussi, le présentiel, c'est aussi les événements qui vont coûter le plus cher. Tu vois. Donc c'est dur de trouver un équilibre. Bien sûr. Et ce que je veux dire, c'est que si tu deviens tellement un peu un symbole en francophonie sur les échecs, que demain, j'ai vu que par exemple les bars d'échecs c'était un peu à la mode. Ouais. C'est trop bien. Tu vois, moi je kifferais m'associer avec toi, on lance un bar d'échecs, tu vois, et en ton nom, et toi tu peux brander des choses. C'est marrant, parce que souvent un beau bar d'échecs à ton nom, ce serait sympa. Ouais, souvent les gens me disent, il y a un truc qu'on me dit très souvent, c'est pourquoi tu vends pas des échiquiers avec ton nom et tout. C'est marrant. Je trouve que ça manque d'un bon bar. Tiens, en t'en parlant, j'avais pas du tout préparé. Hein. Ouais. Je trouve qu'un bon bar d'échecs un peu. Je sais pas, quand je regarde les vidéos un peu, etc., je trouve qu'il n'y a pas un vrai truc un peu plus. Limite un peu plus premium, je dirais. Ok. Si, ça existe quand même. Ça existe. C'est que je connais pas alors. Moi, à Paris, je pense au Blitz Society. Plutôt premium, très clairement. Et tu as aussi des bars d'échecs un peu moins premium, tu vois. Okay. Au niveau du positionnement prix, tu vois. Ok, moi, si tu veux, au niveau de brander un truc, c'est pas trop mon focus pour l'instant. Okay. Tu vois, genre, j'ai quand même cette passion coaching. Je comprends. Et j'ai pas craqué, j'ai envie de craquer la formule de comment faire progresser les gens. Et alors, est-ce que sur LinkedIn, tu arrives où tu gagnes tes abonnés de ton club? Ils te voient sur tes réseaux ou parce que LinkedIn, je pense que ça peut être un bon vecteur. Ouais. Je pense qu'un podcast comme ça aussi, on mettra le lien sous la vidéo, mais il y a j'ai plein d'entrepreneurs ou de VC, de gens dans la finance qui m'écoutent. Et typiquement, eux, ils peuvent avoir envie de jouer aux échecs parce qu'encore une fois, je veux juste faire un petit parallèle, mais les échecs, c'est avoir des coups d'avance, faire preuve de sang-froid, faire preuve de discipline. Je trouve que les échecs, sur un coup, tu peux tout perdre. Vraiment, un mauvais coup, ça fout en l'air une partie, même à tous les niveaux, je pense. Ouais, c'est clair. Donc, du coup, il y a un vrai sujet de discipline. Et donc, je pense qu'un bon joueur d'échecs, pour moi, c'est un bon entrepreneur quand même. C'est un bon skill. Enfin, tu vois, c'est un truc qui peut t'apporter. Donc, ça vaut le coup de faire des petits cours d'échecs à côté. Parce que je trouve que ça peut t'aider dans ta gestion, dans la prise de décision. C'est Maxime, le champion du monde de Blitz, qui est venu ici, qui m'en parlait. Prise de décision, dans le business, on a toujours à prendre. Il faut que tu saches prendre la bonne décision sous stress, avec un manque de temps, surtout en Blitz, par exemple. Ça t'apprend ça, tu vois. C'est clair. Ouais, c'est clair. Il y a des vrais parallèles avec le monde du business. Moi, c'est pas ma niche, mais je connais pas mal de gens, par exemple, qui donnent des cours d'échecs en entreprise. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont vachement intéressées, tu vois. Et en vrai, c'est quand même un bon moyen. Ça change du baby-foot, quoi. Ouais, tu vois. Grave. Moi, j'adorerais dans ma boîte Eskimos, même moi, animer des cours moi-même. Mais je me suis dit, ils vont me prendre pour un fou. Qu'est-ce qu'il fait à vouloir nous donner des cours? Parce qu'en fait, c'est sympa, ça change un peu aussi. Ouais, c'est souvent la table de ping-pong ou le baby-foot. Ouais. C'est sympa un échiquier, tu vois. C'est clair. Moi, je milite à fond pour qu'il y ait des échiquiers avec des pièces dispo dans les entreprises. Mais grave. Et franchement, pourquoi s'il y a un baby-foot, pourquoi il n'y aurait pas un échiquier? Mais grave. Tu vois. Après, tu parles peut-être le sujet du bruit, peut-être, mais normalement, il n'y a pas de bruit dans des bureaux. Normalement, c'est pas trop bruyant. Normalement, ça va. À partie d'échecs, tu peux le faire dans le calme. Ça va. Ça fait souvent moins de bruit qu'un partie de baby-foot. T'as raison. Le ping-pong. Moi, j'avais une table de ping-pong, t'entends la balle, c'est horrible. Ouais. Ok, donc création de contenu. Donc là, t'as quand même 1000 membres. Et alors, ils ont accès à quoi, les gens qui sont membres de ton club? Oui. Tu les formes combien de temps? Est-ce qu'il y a d'autres profs que toi? Enfin voilà, comment ton club fonctionne? J'ai testé plein de dispositifs différents, mais alors actuellement, ce qui se passe, c'est que moi, je propose un abonnement mensuel ou annuel. Ok. Si tu prends l'abonnement annuel, tu as un petit bonus. C'est un diagnostic personnalisé de ton jeu fait par moi en vidéo. Et donc, je vais prendre le profil Chesscom ou Lichess du nouveau membre et je vais passer en revue ses parties. Après, je lui fais un diagnostic en vidéo. C'est trop bien ça. Ouais, c'est récent. Je trouve ça super ça, ok. Mais comment tu fais? Parce qu'il y a 1000 membres, tu peux pas faire ça pour... Je viens de le mettre en place il y a 1 mois. Mais tu vas pas pouvoir tenir pour 1000 membres si? Pour l'instant, j'en fais 2-3 par jour. Tu vois. Ah ouais. C'est pas mal ça. Ouais, alors après, je verrai si on a genre 10 à faire. Après, tu peux peut-être avoir des équipes que tu formes. Tu vois, il y a plein de gens, de coachs ou quoi, qui ont des équipes, tu vois, formées à leur niveau. C'est ça. Ouais, c'est vrai. J'ai beaucoup réfléchi à la question et à un moment, j'avais par exemple une équipe avec 6 coachs et finalement, je suis repassé à quelque chose de beaucoup plus modeste avec juste un seul coach en plus de moi
parce que j'ai vu que au niveau de la formation, c'était quand même beaucoup de travail. Moi, je voulais vraiment que les coachs, je puisse me dire, si moi je fais le cours, ça aurait été le même, tu vois. Et avec 6 coachs, c'est pas facile d'amener tout le monde à mon même niveau pédagogique. Ah bah ouais, ou à c'est compliqué. C'est même pas forcément niveau Parce qu'il y a peu de gens pédagogique. qui arrivent à ton niveau, donc c'est compliqué. Bah, ouais, c'est même pas forcément niveau, mais c'est aussi la façon d'enseigner, le style. Pardon, oui. Bien sûr, la pédagogie. Il y a savoir jouer aux échecs, mais il y a aussi la pédagogie. Ouais, parce que par C'est deux exemple, choses différentes. ouais, c'est Tu peux ça. être un tueur aux échecs et pas savoir être pédagogue. Enfin, Exactement. Et du coup, je suis repassé avec juste un coach. Et aussi, quand tu as un seul coach, tu peux mieux le payer. Et du coup, aussi, pour lui, c'est un des revenus beaucoup plus importants, tu vois, dans sa vie. Et donc, il est souvent aussi plus impliqué que quand tu as éparpillé auprès de 6 coachs, tu vois. comment tu allies ta passion des échecs et l'entrepreneuriat? Parce que d'un côté, tu pourrais te dire... j'avais vu à un moment donné que c'était Road to GM, le nom d'une vidéo ou quoi. Donc Road to Grand Maître, quoi, en gros. Je lance la chaîne pour devenir Grand Maître. Ouais. Mais en même temps, pour devenir Grand Maître, je pense que... Peut-être que je me trompe totalement, hein, mais peut-être que ça te demanderait de tout arrêter pour se focus que là-dessus. Parce qu'en fait, devenir Grand Maître, c'est tellement pas accessible. Donc du coup, comment tu allies l'entrepreneuriat ah putain, je redoutais que tu fasses ça allait me faire chier ça. Coup, hein. Ok. Ouais, comment tu allies du coup les deux En fait, j'ai essayé l'aventure Grand Maître. Et ouais, c'était beaucoup de sacrifices financiers et en temps. Et c'est une vie aussi particulière. Si tu veux, sacrifice en temps, bien sûr, parce qu'il faut s'entraîner. Sacrifice financier, parce que j'avais beaucoup de coachs et il fallait les payer. Et vie particulière aussi, parce que à un moment où j'étais à fond, par exemple, tu sais, je faisais un tournoi en République tchèque. Je l'avais terminé et après je faisais un tournoi, je sais pas, en Espagne. Je le termine et après je fais un tournoi en France. Je le termine et après je vais encore ailleurs. En fait, quand tu es pro d'échecs, moi j'étais pas pro d'échecs, mais j'ai fait comme un pro en fait pendant une période de temps. Bah, en fait, tu voyages non-stop. T'es jamais chez toi en fait. Donc ces 3 facteurs, ça fait que j'ai essayé et c'était vraiment dur. Tous ces sacrifices à faire. et pas tenable aussi. Bah, dans quel sens? Pas tenable dans le sens où trop d'énergie au détriment de tout le reste. Donc en fait, tu deviens GM et du coup, limite, tu publies plus sur YouTube et tu fais plus rien à côté, tu vois. Ouais, forcément, du coup, coup d'opportunité parce que c'est autant de temps que tu fais pas sur autre chose. C'est ça, coup d'opportunité. Ouais, exactement. Et c'est pas rentable en fait, dans ta position, de tout sacrifier pour devenir Grand Maître. Bah, si j'avais réussi à devenir Grand Maître, tu vois, j'aurais été quand même très content. Est-ce que tu penses que c'était possible aussi? Admettons que tu arrêterais tout, parce que là on parle d'un niveau tellement élevé que qui n'est pas. Enfin, il y a des gens qui s'entraînent toute leur vie qui n'y arrivent pas. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est possible aussi que tu aurais pu tout lâcher pour devenir Grand Maître enfin, tu vois, est-ce que tu penses que tu en aurais eu les capacités? Bah, j'ai essayé, et j'ai quand même atteint. J'ai retrouvé un pic que j'avais eu dans ma jeunesse. Donc je suis repassé 2400 Elo quand j'ai fait cette aventure pour essayer de Grand Maître, tu vois. Ce qui était quand même incroyable parce que ça faisait 10 ans que j'avais pas retrouvé ce classement Elo. Sachant que le niveau global a augmenté en 10 ans, bah en fait c'était un 2400 beaucoup plus stylé que mon 2400 d'avant, tu vois. Mais c'est ça le phénomène aussi, c'est que c'est pas pareil 2400 aujourd'hui qu'il y a 5 ans par exemple, tu vois. Exactement. Le niveau a augmenté, ça on n'en parle pas assez, mais... Donc j'ai quand même clairement progressé. Mais en fait, ce qui s'est passé, incroyable, psychologique je pense, c'est que quand j'ai retrouvé mon prime, et bah, tout a commencé à devenir super sérieux et j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, je suis vachement proche de l'objectif. Enfin, c'est pas que je suis proche de l'objectif, mais le fait de retrouver mon prime d'antan, je me suis dit, waouh, mais en fait, ça se trouve, je vais y arriver. Et là, j'ai commencé à paniquer, j'ai commencé à faire n'importe quoi et j'ai rechuté direct. Et c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a un facteur pression qui t'affecte un peu dans les échecs. Ça peut affecter ta manière de jouer. Si tu prends trop de pression, tu as besoin d'être plus libéré, plus serein pour progresser, sinon ça joue sur toi. D'ailleurs, c'est encore une fois, sur tes vidéos, les gens aiment te suivre parce que tu le partages ça. C'est un peu une faiblesse que tu partages en fait. Oui, alors d'ailleurs, une faiblesse que la majorité des joueurs d'échecs ont, je pense. Ouais. Oui, bah tu sais, en tant que coach, j'ai plein d'adultes qui me disent Julien, pour moi c'est trop stressant de jouer contre des humains aux échecs, donc je joue uniquement sur Chess.com mais contre des bots, des robots quoi. Et quand j'aurai l'habitude de jouer contre des robots, après peut-être je vais jouer quelques parties contre des humains. Ouais, parce qu'il y a une pression, en fait, les échecs, il y a cette espèce de... T'en parlais dans un podcast,
on associe l'intelligence aux échecs. Je pense que ça, c'est une connerie, mais bon. Parce que c'est une forme d'intelligence, mais c'est pas parce que tu gagnes une partie d'échecs que tu es plus intelligent que la personne d'en face. C'est clair. Mais il y a ce côté un peu là dans les échecs, vu que c'est un sport un peu intellectuel, mine de rien, dans l'inconscient. C'est clair. Tu bats l'autre de cerveau à cerveau, quoi, on va dire. Clair, donc ça joue aussi un peu. Ouais, et du coup, il y en a qui ont peur de se dire si je perds, ça veut dire que, tu vois. Je comprends. Je comprends. Je me suis perdu parce que là, j'ai pensé à mon coup, tu vois, en même temps. Ouais, je t'ai mis mal à l'aise. Hein. Ouais. Non, en fait, là, dans la petite parenthèse échec, en fait, j'aimerais bien rocker un peu plus vite. Mais et d'ailleurs, je conseille toujours aux gens avec qui je joue de rocker vite. Mais en même temps, dans cette position, j'ai envie de me développer un peu parce qu'au final, ce cavalier-là, là, ça me saoule maintenant. Mais je sens que t'es pas à un coup de pouvoir revenir m'attaquer et m'emmerder vraiment. Ok. Donc, vu que je me dis que j'ai encore un coup de latence, tu vois, j'ai envie peut-être de développer peut-être mon pion là, mettre mon cavalier là, tu vois, et pas rocker tout de suite. Mais... En tout cas, tu joues bien. Hein. Bah, t'as combien d'élo Chesscom là, je suis à 1500. Très propre. Mais mon niveau, mon high level, c'est 1700. Ouais, donc tu dois battre la plupart des gens avec qui tu joues aux échecs. Bah, c'est ça, en gros, c'est ça. Ouais. Mais tu vois, parfois, j'ai des pics. J'ai pris des cours d'échecs avec un mec qui était 2000 et j'ai réussi à le battre genre sur 5 fois, 4 fois. Alors que je joue 1500 là. Okay. Et c'est ça qui est bien dans les échecs, c'est que parfois, sur une euphorie, tu peux sortir la partie de ta vie, tu vois. Ouais, c'est clair. Et tu peux être moins pour l'instant, bon ça va. Attends, quelqu'un, parce que, encore une fois, on parlait discipline. Tu fais un mauvais coup et c'est terminé. La partie bascule. J'attends le mauvais coup. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, il est pas là. Mais donc, qu'est-ce que tu penses non, je te pose pas de questions parce que sinon, ça va être chiant. Mais tu vois, je me dis, j'ai encore le temps un peu de développer. Plutôt que de mettre mon pion là et de te le repousser définitivement, je me dis que j'ai encore un petit temps pour faut que tu développes tes pièces. Faut que je développe mes pièces. Pour moi, t'as pas terminé les 3 grands principes de l'ouverture. Donc ce pion-là, mine de rien, ça vient contrôler un peu du centre, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Ça a l'air logique en tout cas. C'est pas mal. Mais c'est ça qui est bien, il n'y a jamais trop de mauvais coups, trop rapides, mais après, ça peut être l'hécatombe. Mais tu vois, j'aurais tendance parfois aussi à mettre le pion là pour repousser définitivement et m'enlever la prise de tête. Je comprends. Plus engageant, ça. Plus engageant, c'est ça. Mais j'ai envie d'être un peu innovant. Je me dis que j'ai encore un peu de temps. Donc, je vais jouer ça. Voilà. Ok. Intéressant. Mais normalement, mes parties classiques, j'envoie direct le pion là-bas pour repousser définitivement le fou. Moi, je vais y aller. Ah putain, merde. J'approche. Ça, c'est pas bon, ça. Ah, ça. Là, t'attaques tout de suite. Au bout d'un moment, il faut y aller. Hein. C'est ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu disais aussi dans une de tes vidéos, et je trouvais ça super sympa. Et les joueurs d'échecs, on a un petit peu ça. Je trouve qu'il y a un moment donné où tu sens qu'il faut attaquer, mais tu peux pas calculer assez loin devant pour savoir ce qui va se passer. Mais malgré tout, tu pars à l'assaut parce que tu le sens bien. Il y a un peu ce côté-là, je trouve, aux échecs parfois. Là, c'est pas le cas là, mais sur des cas vraiment avec limite un sacrifice qui ouvre une position. Ouais. Et je t'ai vu le faire un jour aussi dans une position où tu sacrifies. Et après, t'expliques le stress que t'as pendant que tu joues en mode putain, je savais qu'il fallait que j'aille, mais est-ce que ça va tenir mon attaque ou pas? En fait, c'est pareil avec le business. Enfin, tout à fait pareil. C'est-à-dire que des fois, en fait, t'as la stratégie et ensuite t'as la tactique. Et la tactique, c'est très souvent l'implémentation de la stratégie, tu vois. Et en fait, des fois, quand tu analyses stratégiquement la position, tu te dis, c'est ça la marche à suivre. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'implémentation va être simple, tu vois. Et le business, c'est pareil. Des fois, tu sens que la stratégie, elle doit t'amener vers ça, mais c'est pas pour autant que l'implémenter sur le terrain, ça va être simple. Mais grave. Et en fait, c'est cette espèce aussi d'intuition où tu t'es sûr que s'il faut y aller, ton cerveau connecte des choses. Et dans les échecs, ça doit être ça. Tu connectes des lignes que tu as déjà vues. Ouais. Et le problème, c'est que tu calcules 1, 2, 3 coups en avant selon ton niveau. Mais du coup, t'as pas le fin mot de l'histoire. Et tu te lances à l'assaut et je trouve ça drôle. C'était pour faire la petite blague, là c'est pas le cas. Mais je t'ai vu dans une vidéo où en gros tu pars à l'assaut et au bout de... Donc il y a 2 coups, la personne commence un petit peu à parer. Ouais. Tu sens que ça chauffe et que ça devient compliqué. Et du coup c'est drôle de voir ça parce qu'en gros tu sais pas où ça va t'emmener mais tu le fais quand même. T'y vas, Est-ce que ça t'est déjà arrivé justement, ça t'arrive souvent de partir à l'assaut sans pouvoir avoir le mot final, mais tu sens que ça va dans le bon sens? Bah ça me parle trop et c'est encore une fois c'est un parallèle que j'avais grave fait avec le business, c'est que
En fait, les échecs, il y a trop de possibilités, tu vois. En fait, le nombre de parties, c'est ce fameux nombre de Shannon, la 10 puissance 120 parties possibles. Donc en gros, il y a trop de parties et le problème, c'est qu'il y a une pendule. Là, on joue sans pendule, mais normalement, il y a une pendule, tu vois. C'est vrai. Et quand tu arrives au bout du temps qui t'est accordé, tu perds la partie. Donc en fait, ce qui se passe non-stop aux échecs, c'est que t'as pas assez de temps, mais t'as une infinité de possibilités. Donc en fait, il faut que tu prennes une décision alors que t'as pas toutes les infos. Exactement. Et Surtout dans en le- Blitz. C'est pour ça que j'adore les joueurs de Blitz. Ouais. Ils jouent vraiment sur de l'inconscient, du positionnel. Ouais. Ils sont pas du tout dans le calcul. Ils savent juste que cette position va être bonne. C'est ça. Ils ont pas tous les coups derrière, donc c'est. Il faut quand même jouer. Et il faut quand même jouer. Et en Ça, fait, c'est vraiment lié au business. Je crois Ah que voilà, le Blitz, ouais. business c'est pareil. Mm. Moi ça me fait grave penser à la fameuse phrase de Jeff Bezos où il avait dit il faut prendre des décisions à partir du moment où tu as 70% des infos que tu aurais aimé avoir. Ah, énorme. Tu vois. Ça, c'est une phrase qui peut tellement marcher dans les échecs. Ouais, j'adore cette phrase. Et après, parfois, non, il y a ce côté intuition. Et alors, moi, c'est drôle parce que pour le coup, vu que j'ai pas un assez bon niveau pour être dans des sacrifices aussi poussés, je pars à l'assaut et je comprends que j'ai fait trop confiance à mon intuition. Et du coup, j'ai peut-être pas été assez analytique, je me suis précipité. Et ça, pareil, c'est vachement lié au business aussi. Je trouve que parfois, dans le business, tu vas te précipiter. Et les échecs, du coup, moi, je trouve que ça me permet de. C'est un peu deep, mais ça peut faire un travail sur soi. Ouais. Moi, j'ai tendance peut-être à être un peu impatient, à être un peu trop nerveux, à vouloir faire les choses vite. Bah, les échecs, ça m'apprend que si tu vas trop vite, tu te précipites. En fait, ça marche pas. Tu peux pas forcer. Si c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Et si tu veux forcer, tu vas perdre parce que tu as voulu forcer une position. Ouais, c'est clair. Non, ça travaille grave la patience, ouais. Ouais, de fou. Mm. Alors, c'est à moi de jouer là, non? Ouais. Ouais, ce cavalier, c'est toujours emmerdant quand il y a un cavalier en avant-position qui vient contrôler plein de trucs. Ouais, tu sens que j'approche là. Hein. Là, je sens que t'approches là. Je sais pas quoi faire. J'aime bien ma position. Là, t'aimes bien ta position? Ouais. Tiens, si on devait faire un petit score positionnel dans chess.com, tu penses que là, on est comment? Qui a la meilleure position? Est-ce que tu penses que ça se vaut? Je pense que ça se vaut un peu quand même là. Je pense. Mais depuis que t'as mis ce cavalier là, je pense que ça a un petit peu passé pour les noirs. Mais Je pense que j'ai un petit plus, mais pas grand chose. Parce que j'ai quand même un peu. t'as beaucoup de fous qui viennent m'emmerder là. Pour mon Ouais. rock, il y a une pression qui quand même s'intensifie. Il y a là, une par là. pression, ouais. Il y a une vraie pression. Ah, il y a une vraie pression, ouais. Qu'est-ce que je vais jouer à ça? Bon, allez, on va sortir les pièces un peu. Ok. C'était un beau coup ou pas ça, non? Ouais, c'est Ok, un ça bon va, coup, ça va. ouais, ça m'a l'air pas Je vais mal. bien me demander si je fais une énorme connerie ou ça va basculer. Parce qu'avec Ça Maxime, m'a Maxime, le champion du monde de Blitz, Ouais. il m'a fait, je t'ai dit, la carocane en début de partie. Ok. J'avais pas du tout l'habitude et j'étais pas bien dès le début, j'étais sous pression. Je crois que j'ai vraiment fait de la merde. J'ai hâte de me revoir la partie. Ce qui est cool, c'est que j'enregistre. C'est cool de pouvoir se revoir ces parties après. Ouais. Mais je pense que j'ai un peu fait des conneries. J'aurais dû jouer cette ouverture que je maîtrise un peu mieux. Oh putain. Là, j'arrive. Là, c'est double clouage là. Là, j'arrive. Là. Ah, ce coup, il fait mal. Peut-être on va finir la partie avant la fin du podcast. Ce coup, il fait mal. Peut-être, ouais, c'est ça. Ah putain. Double. Tac, tac, tac. Bon, bah, du coup, là, je suis obligé d'aller enlever ça là-bas. Mais voilà, tu commences à bien m'attaquer là. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, dans les échecs, quand tu te fais attaquer, tu peux un peu perdre tes moyens aussi. T'es sous pression quoi, quand t'es agressé parce que t'es agressé de toutes parts. Et, Mais tu peux aussi te faire contrer. Mais tu peux aussi te faire contrer. C'est ça le. D'ailleurs, il y a des techniques un peu avec les noirs, souvent, où tu tankes un peu, c'est-à-dire que tu es en mode ultra serré. Mais en fait, tu es un peu invincible, tu es en mode carapace, quoi. Ouais. C'est aussi bien. Alors, je vais juste jouer ce coup-là. Qu'est-ce que je vais faire là? Là, je suis clairement menacé sur mon cavalier. Du coup, je vais aller enlever ce truc là-bas. Et propre. Ça va ou pas? C'est Okay. bien joué, c'est bien joué. Hein. Je tiens bien la position là Tu pour l'instant. tiens bien la position, ouais. Je peux partir en contre-attaque à un moment donné. À mon Alors moi, j'adore faire du petit rock normalement. Ok. Et tu vois là, je suis dans un contexte, je me sens partir de l'autre côté là, bizarrement. Ah, bon, je vais jouer ça. Hein. Mais j'aime beaucoup ma position perso. Ah ouais? Ah ouais. C'est vrai qu'elle est pas mal. Tiens, je vais faire un truc. Je vais aller repousser tout ça parce que ça commence à me saouler. Alors, tac, pardon, hein, je suis vulgaire.
Je joue vite. Mais c'est plus dur pour moi le podcast quand ça commence à se resserrer comme ça. Parce que là, je sais pas ce que t'en penses, mais là, c'est le tournant un peu de la partie. Là, c'est-à-dire qu'en 2-3 coups, là, on va savoir. Je pense que ça va mal se passer pour toi, là. Ok. Là, je pense qu'il peut y avoir un carnage. Ok. Tu vois beaucoup de coups à l'avance? Là, je vois des sacrifices incroyables. Ah ouais? Ouais. Ah, des sacrifices, ça peut être beau, ça, pour la partie. Pour l'art, mais dangereux, les sacrifices, après. Là, là, va falloir que tu sois au rendez-vous. Ok. Mais peut-être que comme on a dit... C'est ça qui est beau dans les échecs, c'est que si je fais les meilleures réponses, enfin les meilleurs coups que chess.com me donnerait sur 3 fois suite à son sacrifice, ça peut être compliqué, mais bon, faut que je les trouve après. Là, je vais te tester. Ah putain, c'est pas mal. Bon bah là, logiquement... Là, je pense que je vais te mater sauvagement, là. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est marrant, ça. Attends, laisse-moi réfléchir, tu me fais peur, là, tu me mets la pression. Peut-être je bluffe, mais... Bah là, je vois pas comme ça. Tu calcules jusqu'à combien de coups à l'avance? C'est une bonne question pour repartir un peu sur le podcast. Parce que sur les ouvertures, c'est plus facile de calculer parce que c'est des lignes que tout le monde connaît, donc tu peux faire beaucoup de coups. Mais sur un contexte où là, les probabilités deviennent un peu grandes. Parce qu'avec Maxime, on disait qu'en gros, un coup légal ou un coup candidat, déjà, c'est pas pareil. Mais du coup, sur 2 coups, des coups candidats, je crois que ça monte à 64, je crois. 64 possibilités. Donc du coup, plus il y a de coups à l'avance, plus tu augmentes les possibilités. Ouais. Mais en gros, toi, voilà, jusqu'à combien tu peux aller Moi, je déteste calculer. Tu vois. Ok. Ouais. Je déteste calculer. Et si je peux éviter, j'évite. Tu vois. Il y a des situations spécifiques aux échecs où il faut absolument calculer. Et à ce moment-là, je respecte les lois des échecs et je fais mon devoir de joueur d'échecs, je calcule. Mais par exemple, s'il y a typiquement des situations où je peux avoir une option A où ça m'a l'air pas mal, mais ça implique beaucoup de calcul, versus une option B où genre c'est peut-être un peu moins fort, mais il y a 0 calcul, souvent je vais choisir l'option B. Ok. Tu vois. Parce que le calcul, tu peux aussi faire une erreur de calcul. Alors que la stratégie, c'est plus compliqué de faire une erreur de jugement stratégique. Tu vois. Et puis c'est plus sécurité, c'est qu'en gros, c'est ce qu'on se disait dans la discipline des échecs. Si tu veux trop te précipiter avec des calculs qui partent trop loin, tu peux aussi perdre du temps, mal calculer à un moment donné, faire des erreurs. Ouais. Et souvent, tu vois, Maxime dit, il laisse des pots de banane parfois en blitz jusqu'à ce qu'il y en ait où tu glisses. Et ce que j'aime bien dans ta stratégie, du coup, c'est que ça permet de maintenir une bonne position et d'être. Donc je trouve ça intéressant. En tout cas, je trouve que. Mais je pense que c'est peut-être ça la différence entre maître, grand maître et après super grand maître. C'est que les super grands maîtres, en fait, eux vont faire ce que tu viens de dire. Sauf qu'à un moment donné, ils vont pouvoir pousser un calcul et du sacrifice. Et là, ça les fait passer dans une autre catégorie. Parce qu'ils envoient un sacrifice super dur à calculer. Ouais, c'est clair. En fait, si tu veux, maître international, il y a encore beaucoup d'erreurs dans notre jeu. Enfin, moi, je suis maître international et je sais que dans mon jeu, il y a beaucoup de problèmes, tu vois. Il y en a quand même peu, mais... Il y en a peu. Et c'est déjà fou de se dire, tu sais, que tu es dans le top, je sais pas, genre 0,1%. Et que pourtant, il y a plein d'erreurs. Mais si je compare à un grand maître ou à un super grand maître, il y a plein de problèmes dans mon jeu. Mais moi, mes problèmes, en fait, si tu veux, c'est au niveau des échecs. J'aime pas quand c'est complexe. J'aime pas quand il y a trop de calculs. J'aime pas quand c'est trop tactique, tu vois. J'aime pas quand ça bouge de partout. Moi, j'adore la stabilité. C'est un jeu super solide. C'est un jeu super solide, du coup, ça veut dire que quand ça bouge, je suis pas au rendez-vous, tu vois. Ah, si ça part dans des délais en mode sacrifice et ça ouvre un peu trop le jeu d'un coup. Souvent, là, je suis pas en rendez-vous. Ça, c'est des gros problèmes dans mon jeu d'un point de vue technique. Et ensuite, d'un point de vue, bien sûr, psychologique. Souvent, le mental, ça va faire une différence énorme entre les meilleurs et les bons, quoi. Et moi, au niveau psychologique, j'ai pas un super mental, tu vois. Ah, c'est marrant. Et du coup, est-ce que quand tu te fais attaquer dans une partie, tu vois, là, c'est moi qui me faisais attaquer. Est-ce que toi, quand tu es dans cette position où tu sens que ça attaque, ça te brouille un peu l'esprit, tu calcules un peu moins bien en termes de sang-froid dans les positions quand l'attaque, elle est... En fait, il y a attaque franchement, il y a attaque et attaque. C'est ça. C'est-à-dire que il y a des attaques où tu te dis, ok, là, clairement, il attaque et je suis vraiment sur la défensive. Mais après, des fois, il y a des attaques où aussi tu te dis tranquille. Parce qu'en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que chaque attaque, par définition, crée la possibilité d'un contre pour l'adversaire. C'est ultra logique. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je balance toutes mes pièces à gauche, ça veut dire que j'ai plus de pièces à droite. Et donc, vu que j'ai balancé à gauche,
ça veut dire que du coup à droite c'est faible et tu pourrais contrer à droite. Je suis d'accord. Mais par contre, quand tu te fais clouer dans tous les sens, t'es ultra étriqué parce qu'en fait tes pièces elles peuvent plus trop bouger. Ouais, là tu relou. subis une attaque tout court. Il n'y a pas de contre. Ouais, non, là par contre, il n'y a pas trop de contre. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, c'est pour ça que, tu vois, quand t'as mis le foulage, j'ai dit merde, parce que je savais qu'en voulant le décaler, je suis obligé d'ouvrir ma position ici pour le dégager, et donc c'est relou. Mais parce que sinon, je suis cloué, et là, je me retrouvais avec un cavalier qui bougeait pas. Je préfère être ouvert et être un peu dans la merde que être cloué et ne plus pouvoir bouger la pièce pendant 1 heure, et qu'après que tu l'attaques. Je comprends, mais là, tu subis vraiment une attaque avec 0 contre-jeu par contre. Pour l'instant, ouais, je suis en mode. Je suis en mode. Ouais. Mais tu vois, des fois dans mes parties, je sens très bien que l'autre il m'attaque et il prend des risques. Et donc je sais que ça se trouve à un moment, j'aurai mon quart d'heure de gloire. Tu vois. Okay. Et donc je reste concentré parce que je me dis, ça se trouve, il va foirer son attaque. Et après, je vais lui. Tu vois, je vais une grande force que tu as aussi, je trouve, c'est que ta dame et ta tour sur une colonne là. C'est méga ouvert pour attaquer, c'est puissant. En fait, ma dinguerie que je voulais te faire. Tu voulais pas sacrifier un truc par là, André ? Si, c'est ça que je voulais faire. Ah, tu vois, je l'avais vu. C'est ma dinguerie que je te prépare. Ah putain. Pas c'est beau. Et tu vois, je l'ai dit avant que tu le fasses. J'avais vu qu'il y avait une faille ici. Je sais pas si ça marche, mais j'ai très envie de le faire. Ah, ça a été sûr. Ça a l'air super fort. Tu pars sur le sacrifice. Ouais. Parce que là, du coup, on a égalité, donc je vais avoir une pièce d'avance. Une pièce d'avance, mais tes pièces, on dirait qu'elles font la sieste. Ouais, elles sont complètement bloquées. Donc, moi, je pense que je suis gagnant, mais... Ah ouais, donc là, c'est l'expression que tu aimes bien dire, tu vas me mater sauvagement. Là, on est dans ce contexte-là. Parce qu'en fait, ce que j'avais vu, c'est que derrière, après, tu ramènes ton fou là-bas et ta reine là-bas en échec et ça commence à foutre un sacré bordel. Ouais, j'ai l'impression que ton roi est à nu et que tes pièces, elles sont au repos. Et moi, je commence à attaquer. Mais par contre, ce qui est drôle, c'est que t'as pas les prochains coups. C'est-à-dire que t'es pas jusqu'au mat là. Tu sais que ça va bien. Moi, je calcule pas trop. Je joue beaucoup à l'intuition, en fait. Ok. C'est juste que je sens. Est-ce que tu penses que dans une situation comme ça, si on inverse la partie, par exemple, on met un grand maître, on met Maxime d'un coup qui prend la partie à là, il peut remonter la pente. Ouais. Ouais. Ah, tu penses ? Déjà, si je jouais par exemple Maxime en face, j'aurais hésité 10 fois avant de sacrifier en F2, tu vois. Ok. Parce que je me serais dit, il a probablement vu quelque chose. Tu vois. Ah oui, parce que s'il en est là, c'est qu'il a. Okay. Ouais. Donc en fait, même psychologiquement, tu joues pas de la même façon si c'est un grand maître en face ou pas, tu vois. En tout cas, là, je suis obligé de prendre parce que tu me fais une fourchette en plus, donc franchement. Ouais, c'est là, clair. Ça serait une connerie de pas prendre quand même. Ouais, là, faut que tu prennes. Et alors, du coup, c'est quoi tes parties préférées, toi ? Tu préfères jouer en blitz, en partie super longue, en partie de 10 minutes ? Moi, tu vois, j'aime bien le format de 10 minutes. 10-10. Alors moi, mon truc préféré, ça a toujours été le présentiel et les parties longues qui durent plusieurs heures. Pour une raison simple, c'est que c'est la seule cadence, et déjà, il faut en présentiel, et c'est la seule cadence où tu peux devenir maître ou grand maître. Donc moi, ça a toujours été un objectif majeur en tant que joueur, et donc je me suis toujours concentré sur ça. En fait, aujourd'hui, tu peux pas devenir grand maître ou maître en jouant en ligne, okay. et encore moins en blitz ou en rapide. C'est uniquement sur les parties qui durent plusieurs heures que tu peux obtenir un titre. Et du coup, j'ai toujours privilégié à fond ça. Tu vois. Ok, donc partie longue, ouais. C'est combien de temps les parties, elles peuvent durer jusqu'à 6 heures. Jusqu'à 6 heures. Ouais. Mais ok, jusqu'à 6 heures. Donc c'est 3 heures, 3 heures ? Plus ou moins, ouais. Et ce que j'aime beaucoup dans les parties très longues, c'est que on est vraiment sur la recherche de la vérité. Tu vois. Ouais. Alors que le blitz, c'est une autre manière de jouer, j'ai l'impression. Le blitz, c'est un combat de rue, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis il y a vachement tu joues la position, quoi. C'est-à-dire que c'est celui qui calcule le mieux, le plus vite. Et, ouais. Ce côté recherche de la vérité, il y a un côté assez fondamental, tu vois. Est-ce que tu as des regrets tu as déjà eu des gros regrets dans des parties ? Tu vois, maintenant que je me retrouve dans cette position, je fais un parallèle avec la partie. Ouais. J'ai un truc qui me revient souvent à mon niveau, c'est que ici, le clouage classique, et en fait, je fais des parties où je repousse pas et des parties où je repousse. Et typiquement, quand je me retrouve comme ça, un peu ouvert, je me dis putain, fais chier, j'aurais pas dû ouvrir et repousser, faire autre chose, tu vois, et je regrette après. Ouais. Est-ce que toi, ça t'arrive dans des parties assez vite et tu te retrouves là et tu dis putain, j'ai hésité entre deux coups tout à l'heure, j'aurais dû jouer ça, j'aurais été tellement mieux. Ouais, ça, c'est un gros travail qu'on fait psychologiquement en tant que joueur d'échecs pour bien performer. En fait, tu as 2 problèmes chez les joueurs d'échecs, mais même chez les gens en général dans la vie. C'est la projection dans le passé. C'est la projection dans le passé, dans le futur. Donc souvent, soit tu regrettes un coup que tu as joué avant, tu te dis j'aurais pas dû jouer G4. Et du coup, ça t'embrouille parce que tu es encore en train de penser à ton coup G4. Tu penses au passé. Et tu penses au passé. Ou bien tu te projettes dans le futur.
Alors ça arrive super souvent quand t'es gagnant. Tu vois, tu te dis, oh là, Jean-Marie, je vais le battre. Oh, qu'est-ce qui va être énervé quand je vais le battre? Et du coup, t'es plus dans le moment présent, tu penses déjà au fait que tu vas le battre. J'en ai perdu des comme ça, c'est horrible comme sensation. Ouais. Parce que tu domines et tout, et c'est horrible après de perdre, parce que t'étais déjà dans la victoire à la limite. Et du coup, en fait, c'est systématiquement ces trucs-là, qui sont pourtant super humains, qui font que t'es plus dans le moment présent. Or, la partie, il faut être dans le moment présent pour bien la jouer, tu vois. Donc toi, c'est partie longue. Ouais. Et tu joues des blitz un petit peu ou pas? Alors là, je m'y remets. Ok. Parce que je trouve que c'est hyper sympa aussi de jouer l'effervescence du blitz. Et aussi, je sens que ma communauté, elle a grave envie de me voir blitzer en ligne. C'est à la mode un peu aussi. Les gens sont temps d'attention plus faible. Ouais. Les parties de 6 heures, je pense, ça capte moins. Aujourd'hui, on voit même sur YouTube et tout. Je pense que c'est les contenus qui marchent un peu mieux aussi, non? C'est plus simple à faire. Et puis même moi, j'ai envie de tryhard un peu le truc. Genre, j'ai jamais amené le truc vraiment au bout. J'ai envie de voir un peu mes limites. Et aussi, j'ai envie de proposer du contenu qui soit diversifié, tu vois, pas de faire tout le temps la même chose. Donc ça me permet aussi de proposer un nouveau format pour ma communauté. Donc ouais, j'ai vraiment envie de pousser un peu le blitz en ligne, tu vois. C'est quoi ton rapport à la défaite? Souvent dans les gros niveaux de sport, quel qu'il soit, le rapport à la défaite, il est important parce que il faut savoir rebondir. Il faut savoir pas s'enfermer dans cette défaite. Et puis, on peut être aussi un peu mauvais perdant, selon les caractères. Donc voilà, comment tu gères ton rapport à la défaite? Et est-ce que il y a une défaite qui t'a vraiment marqué plus que les autres? Une partie incroyable que vraiment, quand tu te la refais, tu sais que tu l'aurais dû la gagner? Une partie qui t'a plus marqué? Enfin voilà. Ouais, bien sûr. En tout cas, je l'avais ce coup, hein, le cavalier, tout comme tu vois, j'avais calculé. J'avais pensé à ton sacrifice, que je savais que là, ça allait s'ouvrir... Du coup là je vais passer la fin de la partie à me défendre, ça va être un plaisir. On va voir. Rapport à la défaite, moi c'est horrible, hein. En fait à haut niveau c'est horrible parce qu'en fait tu fais tellement d'efforts. Ouais, c'est ça. Et quand tu perds sur un coup en plus tu peux faire une merde. Tu peux t'entraîner des heures et glisser sur une peau de banane et... C'est ça, ouais. Et en fait c'est dur. Quand tu fais un truc à haut niveau, en fait ça veut dire que tu y passes l'essentiel de ton temps. Et donc, en fait, forcément, la défaite, elle fait beaucoup plus mal. Parce que tu te dis, très souvent, ta vie, un peu, elle se limite un peu à ça. Et donc, en plus, quand t'es même pas récompensé de la victoire, t'es en mode, limite, tu commences à te dire, mais vas-y, ma vie, elle a pas de sens, tu vois. Et encore plus, j'imagine, pour les vrais joueurs du top. Parce qu'en plus, eux, c'est leur revenu aussi, tu vois. Donc, ça peut aussi impacter, finalement, comment ils vont vivre, tu vois. Et moi, du coup, ça a toujours été compliqué, les échecs. J'ai une relation un peu amour-haine avec les échecs, tu vois. Et j'avais mon stagiaire de 3e, et là, cette semaine, en fait, il était étonné que très souvent, je lui dise non, mais tu sais, moi, j'aime pas trop jouer aux échecs. Des fois, je lui disais ça. Mais c'est pas que j'aime pas jouer aux échecs, c'est que, en fait, ça m'a fait vivre des moments fous, mais ça m'a aussi mis des fois tellement mal parce que je m'étais beaucoup impliqué et j'ai pas eu les résultats que je voulais. Et du coup, tu sais, t'as limite un peu... Des fois, t'as envie de dire... Si les échecs, il y avait une déesse, tu vois, t'aurais envie de dire à cette déesse des échecs, pourquoi dans ce tournoi-là, t'as pas été de mon côté, tu vois, alors que j'ai fait tous les efforts pour toi, tu vois. Et du coup, t'as vraiment ce truc, des fois, un peu amour-haine. Et ça fait que, du coup, c'est tellement chargé émotionnellement que des fois, t'es au bord de la rupture et t'es en mode, ce prochain tournoi, il faut qu'il se passe bien. Parce que si celui-là, il se passe mal, je pourrais plus, là, tu vois. Ouais, ça sera trop, après, ça me saoule après, quoi. Après, c'est la goutte d'eau qui fait tout déborder, tu vois. Et c'est pas dans tous les sports, hein. Par exemple, au tennis, t'as des joueurs qui en peuvent plus, quoi, qui... Enfin, c'est pareil, je pense que c'est propre à tous les sports, je pense vraiment, ce côté... C'est pour ça que je te posais la question. Donc toi, c'est amour et haine. Et quand t'es dans des phases de défaite, est-ce que t'arrives à repartir sur des phases de victoire ou parfois ça t'enferme un peu, tu vois, dans une mauvaise énergie Non, pour moi, en général, les phases de victoire, elles durent longtemps, et les phases de défaite, elles durent aussi longtemps. Ouais, c'est ça. Et c'est horrible, la phase de défaite, t'es en plein dedans et t'arrives plus à gagner une partie. Ouais. Mais là, ça va mieux, tu vois, parce que j'ai quand même plus un focus sur la création de contenu et mon travail en tant que coach. Et émotionnellement, c'est quand même plus simple à gérer. C'est plus simple, je pense. Ouais, c'est plus simple. Et en plus, je pense que c'est un domaine où je suis meilleur, tu vois. Donc c'est mieux aussi. Est-ce qu'il y a une partie alors qui t'a marqué, une défaite qui t'est restée ou non, rien t'est resté, ça va t'arriver à avancer Si, alors
Alors, il y a une défaite, oui, qui est. Enfin, moi, mon grand regret, avec le temps, tu te rends compte que c'était pas si grave, quoi, mais Ouais. mon grand regret pendant très longtemps, ça a été le fait que j'ai jamais été champion de France chez les jeunes. Et j'étais pourtant très souvent le favori, tu vois. Ah, d'accord. Et tu sais, quand t'es gamin, c'est ultra important. Surtout quand t'es jeune, en plus. Ouais. En fait, quand t'es jeune et que t'es joueur d'échecs et que t'es prometteur, c'est toujours pareil. Le championnat de France jeune, c'est tous les ans en avril. Et tous les ans, t'es en mode, cette année, je serai champion de France, tu vois. Et du coup, moi, j'ai essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, et j'ai jamais réussi, alors que j'étais très souvent le favori numéro 1. Ah, t'étais favori dans les compétitions en plus. Ouais, très souvent, j'étais le favori numéro 1, tu vois. Et du coup, à chaque fois, tu te dis, ce sera l'an prochain, et ce sera l'an prochain. Et au bout d'un moment, tu sais, t'es en mode, ce sera peut-être jamais, tu vois. Et t'es arrivé combien au max, du coup 4e. 4e, ouais. Ouais. Putain, t'étais favori Et, en plus. Et en plus, tu peux pas revenir. Donc, il y a 2 choses. Un, tu peux pas revenir en arrière. Bon, ça, à la limite, ça va. Mais je trouve que quand t'es enfant, c'est plus dur à gérer les défaites aussi. Moi, quand Ouais. j'étais petit, par exemple, quand j'étais en sport études tennis et que je perdais, genre, j'étais au fond de la mine, quoi. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, tu t'es adulte, tu peux On dit, encaisser, c'est pas quoi. si grave, Tu ouais. peux encaisser, c'est pas si grave, on va dire. Ouais. Et je trouve que quand t'es jeune, c'est la fin du monde, quoi. C'est la fin du monde, non mais c'est clair. Mm. Et en plus, le championnat de France jeune était qualificatif pour l'équipe de France et donc la capacité à représenter la France au championnat d'Europe et au championnat du monde. Donc, tu vois, Mais c'est pas une partie en particulier, c'est plus cette partie-là de ta vie. Il n'y a pas une partie Ah vraiment. bah si, parce qu'en fait, il y a une année, c'était à Aix-les-Bains, je sais plus quelle année, mais cette année, j'ai enfin bien joué au championnat de France jeune. Il y a 9 matchs et au match 8, je suis encore dans la course, tu vois. Et là, Pour devenir numéro 1. ouais, je pourrais finir champion de France. Et donc je me dis, oh là là, c'est enfin l'année après tant d'échecs, tu vois. Et là, le match 8, le gars en face, je suis en train de l'éclater, tu vois. Et là, j'ai fait ce qu'on a dit, projection dans le futur, tu vois. T'étais dans la victoire déjà. Et là, je me suis dit, oh là là, je suis en train de l'exploser, je vais le battre. Et enfin, demain, ça va être le jour où si je gagne la partie, je serai champion de France, tu vois. La partie n'était pas finie. T'étais déjà dans la partie du lendemain, elle était pas finie. Elle n'était pas c'est finie dingue. et j'étais déjà dans la partie de demain. Et en fait, quand tu joues la finale et que tu es sur la première table, tu vois, en fait, tu es sur l'estrade avec l'amphithéâtre, dans le public, lumière tamisée, tu vois. Donc tu te projetais sur cette celle-là. Ouais, et alors que quand j'étais pas sur l'estrade, tu sais, t'es au fin fond de la salle, personne te regarde, tu vois. Et du coup, ma partie n'était pas finie, le match 8, et j'étais déjà en train de me voir sur l'estrade avec le public. Tu vois, projection dans le futur, tu vois. Ah, je connais Et, ça, c'est un classique aux échecs. Ouais. Quand tu domines. Et en fait, et donc je suis en train vraiment de l'éclater, le gars. Et à un moment, tu sais, j'ai plus beaucoup de temps à la pendule et je me dis, attends, on va faire un échec au cas où pour gagner un petit peu de temps à la pendule. Là, je fais échec, il remonte le roi. Je refais échec, il redescend le roi. Je refais échec, il remonte le roi. Et après, je commence à me dire, ah ouais, putain, c'est pas si évident quand même. Ouais. Mais et là, je me dis, attends, refaisons un petit échec au cas où, parce que voilà. Après, on prend une décision. Là, je refais un petit échec. Et là, il stoppe la pendule. Ça fait nul. Et là, il appelle l'arbitre et il dit, la position s'est répétée 3 fois. Et là, je suis en mode, je vérifie et je me rends compte, ouais, ça fait 3 fois. Alors que j'étais prêt à jouer un autre coup et c'était fini, tu vois. T'avais gagné, c'était gagnant, quoi. J'étais archi gagnant et il y avait pas rien à faire. C'est juste moi, j'ai répété 3 fois la même position. Et ça a fait match nul. Ça se fait pas à ton niveau, ça, normalement, c'est. Ouais, tu vois. Et là, en fait, du coup, j'ai littéralement. En fait, la salle de jeu, c'était le casino d'Aix-les-Bains. C'était les salons d'honneur, hein, tu vois. C'était pas. Ouais, pas au milieu des machines à sous. C'était pas au milieu des machines à sous. Et du coup, genre là, je fonds en larmes et je me rappelle, je sors du casino et genre, je suis devant le casino et je suis par terre et je pleure et je suis tout seul. Franchement, c'est dur. C'est dur parce que je le connais, même déjà sur une partie normale, déjà ce que tu viens de dire, ouais. C'est chiant. Et là, tu sais, je suis en mode là, rien que d'y repenser, je suis en mode putain, c'était dur. Et je me suis dit, je vais jamais y arriver, quoi. Je vais jamais y arriver, je serai jamais champion de France, tu vois. Ah ouais, putain, c'est dur. Je l'ai jamais été, ouais. Avec le temps, tu t'y fais, tu vois. Oui, bah. Tu te rends compte que c'est pas si grave. C'est truc de jeune, ça. Truc de jeune. C'est truc de jeune, je veux être le champion, le machin, mais en fait, quand tu grandis, tu te rends compte que c'est rien, en fait. Il vaut mieux ne pas avoir été champion, je pense, et avoir fait tout ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Que être champion. Ouais, et une victoire qui t'a marqué. Victoire
10e place au championnat du monde des moins de 16 ans. C'est quoi cette histoire de fou? Bah, du coup, en fait, je n'ai jamais été champion de France jeune, mais en fait, j'avais tellement des bonnes performances sur la saison, en dehors du championnat de France jeune, qu'il y a une saison où on m'a repêché en équipe de France pour performance exceptionnelle en dehors du championnat, tu vois. C'est te dire à quel point des fois j'étais favori, tu vois. Et du coup, là, déjà ce jour où j'ai appris que j'étais sélectionné en équipe de France, c'est juste phénoménal, tu vois, c'est incroyable. En plus, ils le font vraiment à l'ancienne, en mode le site qui se met à jour et tu dois refresh non-stop la page et tu vois ton nom qui apparaît. Et là, au championnat du monde des moins de 16 ans, je fais un tournoi incroyable. Et le dernier match, je joue un Géorgien. Si je gagne, je termine top 10 du championnat du monde. Et si je perds, t'es aux oubliettes et personne dit qu'il a fini 35e au championnat du monde, tu vois. Bien sûr. Et donc l'enjeu est incroyable. Et je suis foutu. Tu vois, je suis foutu et le gars va me battre et je me dis, vas-y, je suis dégoûté parce que je vais finir, genre, je sais pas, 35e, tu vois. Donc, bon, tu peux pas, c'est pas dans un CV, quoi. Et là, le gars, il me donne sa dame en un coup. Pourquoi il a fait ça? Je sais pas. Ah, il a craqué. Il a craqué, mais à un moment, j'ai quand même. C'est des parties longues. C'est des parties longues, ouais, mais Et comment il donne sa dame en... Alors, au bout d'un moment, t'as plus trop de temps, tu vois, ça commence à devenir chaud et c'est quand même le championnat du monde, le dernier match, donc il y a la pression. Et aussi, mon coach, c'est peut-être qu'il m'a mytho, mon coach, mais le coach de l'équipe de France qui me gérait, avant le match, il m'a dit ouais, ton adversaire géorgien, je l'ai vu, il buvait des coups super tard la nuit précédente. Je sais pas si c'est vrai, mais du coup, je me suis dit, c'est le karma, il va perdre. C'est drôle. Et du coup, je sais pas, le karma, il a donné sa dame et je me suis dit, ouais, c'est parce qu'il a trop bu la veille. Et du coup, genre là, il abandonne et je comprends que je suis top 10. Top 10 mondial. Ouais, top 10 mondial, championnat du monde des moins de 16 ans, tu vois. C'est fou, ça se met sur un CV, ça. Et ça se met sur un CV et les 9 qui étaient devant moi dans ce tournoi, ils sont tous devenus grands maîtres. C'est dingue, ça. Ouais, c'est ouf. Et pas moi, mais bon, j'ai fait autre chose, tu vois. Tu gagnes peut-être mieux ta vie qu'eux aujourd'hui avec ce que tu fais. Alors celui qui a fini champion ou vice-champion, il est top 20 mondial. Ok. Ouais. Donc je pense qu'il gagne bien sa vie. Ouais. Mais ouais. Et ah non, ça c'est une joie. Et du coup, mon premier réflexe quand j'ai su que j'étais 10e championnat du monde, c'est que j'ai appelé Roger, donc le fameux mentor, et j'étais super content et je sentais que lui aussi il était super content lui aussi et un moment incroyable, tu vois. Ah ouais, ça doit être fou, ça. Ouais, top 10 mondial, c'est énorme. C'est énorme, c'était mon prime. Franchement, c'est beau. Ok, mais là il faut que je te mate quand même. Allez, c'est à toi de jouer. Donc c'est bon, c'est marrant que tu as meilleure victoire. Alors il y a une petite anecdote aussi que tu vas nous raconter, c'est que tu as joué Gukesh, qui est l'actuel champion du monde, non? C'est ça, ouais. Et tu l'as joué genre il y a 2 ans. Donc tu as joué le champion du monde il y a 2 ans. Et j'aimerais bien que tu nous racontes cette petite anecdote et comment. Je te laisse réfléchir. Là, ça a l'air. Là, faut faire gaffe quand même. Parce qu'après, j'ai mon cavalier qui va venir là se défendre. Je vais venir défendre ma position aussi. Ouais, je commence à me dire que peut-être j'ai déconné. Là, il y a la pression qui monte. Ouais, je me dis que j'ai peut-être déconné en fait. Ouais, mais ma position est quand même pas dingo. Hein, Ouais, mais quand même, j'aurais peut-être pas dû m'envoyer en l'air comme ça en fait. Je regrette peut-être un peu là. Échec, ça. Ah là 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 là. Ah, il te manque un coup là de. Il me manque un chouïa. Il me manque un tout petit truc en fait. Mais bon. C'est bien. En tout cas, merci d'avoir fait ça parce que les gens qui suivent l'épisode, ouais. Tu vois, le fait de mettre un sacrifice pour moi, c'est pas la même partie. Tu vois, cette partie-là, pour moi, t'as envie d'aller au bout parce que t'as sacrifié une pièce. J'ai une pièce d'avance sur toi. Ouais. Bah ouais, je le sens là. Ouais. Et donc du coup, et je pense que mon concept peut bien marcher pour cette raison-là aussi, c'est sur le watch time. Ok. Là, tu viens de trouver quelque chose. Ouais. Je connais ce regard t'as calculé quelque chose qui marchait bien. Il y a là. un truc qui m'interpelle là. Non, peut-être ça marche pas. Ah là 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 là. Et ouais, donc sur le watch time YouTube, je me dis, quelqu'un qui démarre notre épisode. Il a envie de voir. Là, il est en train de nous écouter. Merci si vous êtes encore là parce que vous êtes solide de rester. Mais là, tu peux pas débrancher pour moi. Moi, si j'étais tombé sur cet épisode, je veux savoir comment ça va se terminer. Donc, merci d'avoir joué ça, de mettre de l'action. Parce
que tu aurais pu jouer un truc plus solide et m'avoir plus doucement, on va dire. Voilà. Ah là, je regrette un peu, là. Ah, je regrette carrément, là. Bon, allez, on va jouer comme ça. Oh putain, ça y est, ça. Là, je vais aller défendre tout ça, là. Moi, mon hypothèse, c'est que tu vas mal défendre. Ah, que je vais mal défendre, ouais. Ouais, même si je suis peut-être pas très bien. Ah. Ça va être... J'hésite, tiens, à ramener ma... Mais ouais, du coup, dame, j'ai joué Gukesh, ouais. J'ai joué Gukesh, le champion du monde. C'est fou, ça. Je suis trop content. Je pense que c'est le rêve de tout joueur d'échecs. De toute façon, je pense que c'est le rêve de tout le monde. Hein. Quand t'es passionné dans un domaine, t'as envie de rencontrer le meilleur, quoi. Tu vois, donc je pense que ça parle à tout le monde. Mais tu savais pas à ce moment-là, il était combienième mondial à ce moment-là? moment-là, alors c'était déjà un prodige et tout le monde savait que c'était un prodige, mais tu peux jamais prédire qui va devenir champion du monde, tu vois. Et du coup, à ce moment-là, il était top 100 mondial. Mais tu sais, des prodiges, il y en a tellement. Et tu peux jamais anticiper. Et donc moi, je m'en doutais pas. Et c'est plus tard qu'il a vraiment explosé. Mais bon, déjà, top 100 mondial, ça veut dire qu'il était très très fort. Et donc, en fait, c'était au tournoi de Formentera, au Baléares, hein, du coup, il me semble. Et donc, il y a Gukesh qui joue le tournoi. Je fais un super tournoi. Et on se joue, je crois, à l'avant-dernier match, table 1. Ça veut dire qu'on était en tête du tournoi. Donc, incroyable. Et là, donc, je joue Gukesh. Et c'est incroyable parce que ce tournoi, je l'ai un peu joué au pif. J'ai failli pas jouer le tournoi. Je joue Gukesh. Et ouais, je me suis fait exploser. Tu m'as dit qu'il était en... Tu l'as pas senti en difficulté une seule fois dans la partie Ouais. En fait, tu sais, ça se sent quand l'autre... là, tu l'as senti, tu vois. Par exemple, là, tu sens que ma réflexion, elle s'est un peu allongée. Ouais, c'est ça. Je commence à un peu hésiter. Autant quand t'es venu à prendre, et t'étais confiant, etc. Et là, ça s'est rallongé, etc. Ouais. Ça se sent de ouf, en fait. Ça se sent assez vite, ouais. Le langage corporel, il indique beaucoup, tu vois. Et du coup, j'étais un peu en mode mais je comprends pas, comment c'est possible que... Ok, il est top 100 mondial, mais je me dis, normalement, j'en ai déjà joué des top 100 mondiaux, et des fois, quand même, je leur posais un peu des problèmes. Et d'ailleurs, j'ai déjà battu des top 100 mondiaux, tu vois, donc je me dis, c'est pas normal que c'était aussi facile pour lui, tu vois. Ok. Ah, tu l'as senti vraiment ultra dominant, ultra fort En fait, la partie, elle a duré des heures, donc je me suis pas fait exploser. Aux échecs, on dit miniaturiser, tu vois. Mais à son langage corporel et au temps aussi qu'il a passé à réfléchir, j'ai senti que pour lui c'était une promenade de santé, quoi. Ok. Avec le temps, j'ai compris que pourquoi. Ok, ouais, champion du monde. Champion du monde. C'est l'un des meilleurs joueurs de Mais je suis trop content parce que les champions du monde, en fait, ils ne jouent pas avec le monde amateur comme nous. Ça. Bon, ça va, c'est pas amateur, toi, mais... Je suis pas amateur, mais tu vois, en gros, en fait, à leur niveau, ils jouent des tournois sur invitation, réservés au top 10, top 20 mondial. C'est des trucs que moi, je peux jamais jouer, tu vois. Et donc, je suis super content d'avoir pu le jouer, parce que je sais que je pourrais plus jamais le jouer. Et donc, je pourrais dire que j'ai joué un champion du monde dans ma vie, et ça, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est fou, ouais, c'est fou. Alors, si là on donnait la position à Maxime, est-ce que là il serait mieux ou pas, tu penses? Je pense que je perdrais direct. Okay. Ah ouais? Ok, donc là c'est un vrai. Faut que je fasse le meilleur coup de chess.com. Ouais. Après, c'est une position qui est complexe et qui serait pas simple à gérer pour n'importe qui. Tu vois. Mais du coup, j'hésite sur plein de coups. Donc là, je dois réfléchir un peu ça. J'ai fait exprès, c'est pour ça que j'ai choisi un coup qui te donne plein d'options. Ok, d'accord, ouais. Il me donne vraiment plein d'options. J'ai envie aussi de ramener ma dame pour partir en mode full échange pour faire une espèce de finale avec plus d'avance, tu vois. Ouais. Et toi, tu vas pas. Tu comptes pas, à mon avis, échanger aussi facilement. Ouais, j'hésite en fait entre deux coups pour que les gens qui nous écoutent. J'hésite entre mettre mon cavalier ici pour attaquer ta dame et la repousser. Et si tu la mets là-bas, mettre mon pion, l'avancer pour consolider un peu cette zone. Ok. Ou mettre ma dame ici pour attaquer. Je pense que tu voudras pas échanger. Parce que c'est pas bon pour toi. Tu irais la mettre là-bas ou là-bas. Et moi, je mettrais ma dame ici qui viendrait attaquer le pion là-bas et défendre celui-là, tu vois. Ok, intéressant. Voilà mes analyses. Donc j'hésite entre deux coups là. Je suis obligé de me concentrer un peu.
Bon, en tout C'est cas, peut-être pas les bons coups, non? En tout cas, c'est 2 coups auxquels j'aurais grave pensé. Ok. Et ouais, bah, on sent que t'es 1500. On sent que, Voilà, j'ai des petites réflexions. ouais, on sent que t'as des bonnes réflexions. En tout cas, bah, comme disait Maxime, la différence entre coups légaux et coups C'est ça. candidats, Ouais, ça. c'est clairement des coups candidats. C'est des coups candidats. Tu vois. C'est pas des coups légaux, c'est des coups candidats. Ouais. Donc ça, c'est chiant pour le podcast d'attendre trop longtemps. Donc sur moi, la je réflexion. croise les doigts. Ah, parce qu'il Et y en a un que t'aimerais que je fasse pas. Parce qu'en fait, je me dis ce que j'aimais bien en mettant le pion là, c'est que ça t'empêche de venir faire ce que t'avais prévu. Ok, Et alors, j'avais une autre idée derrière la tête aussi, c'est de mettre mon cavalier ici après. ok. Comme ça, je viens bloquer. Ton fou, il est blanc, donc il peut pas là. Et du coup, je protège ma ligne sur ce pion, tu vois. Ok, Et plus un cavalier en avant-garde un peu chiant. ok. Voilà. Ouais, franchement, pas mal. Voilà. Mais effectivement, il y a un coup Ah, qui m'embête et l'autre qui m'embête pas du tout. c'est marrant ça. T'as vu, je mets grave du suspense. Ah ouais, grave. Ah, il y a un coup vraiment, tu te dis, ça t'en vient pas du tout, et l'autre, ouais. Il y a un coup, il m'embête pas du tout et il y en a un, il m'embête pas mal. Putain, c'est ouf. Là, tu peux plus me donner, on est trop avancé, t'as sacrifié. Là, on ne dit plus. Ouais, là, je suis en mode. Je me dis, ouais, ça se trouve, le podcast, il va se finir et comme ça, la partie, on n'a pas à la finir. Ouais, Parce que je c'est suis en mode, je suis pas sûr que je vais la Ouais, gagner. c'est ça. Non, mais c'est bien, il y a du suspense, je suis content. Faut Ouais. que je mette du suspense si je fais ça. Ça peut être pas mal, ça, quand même. Mais ouais, t'as appris jeune les échecs, c'est ça hein. J'ai appris jeune, ouais. J'ai appris jeune. Ça Et je faisais des tournois on sent, genre hein. de 6 heures quand j'étais jeune, quoi, quand j'avais 12 ans et tout. Donc, Hmm. j'avais ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas trop les trucs en ligne. Donc, j'étais habitué au réel. Maintenant, je Ok. trouve qu'on joue en ligne, c'est pas pareil, en fait. Pas C'est deux pareil, choses ouais. différentes. Pas pareil. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Parce que ça, si je mets là pour aller venir sacrifier, ça fait vraiment celui qui veut tout échanger. C'est pas très sympa après un sacrifice, tout ça joue pas ouvert. Allez, je vais jouer un coup comme ça. Ok, intéressant. Alors, Alors maintenant, tu peux le dire, est-ce que c'était le coup chiant ou tu préférais c'était la dame là qui t'emmerdait plus? c'était le coup chiant. Ah, c'est le coup chiant. Ouais. Donc je suis un peu dégoûté là. Et après, le cavalier, je pense là-bas, il peut vraiment être chiant. Il y a moyen, ouais, c'est clair. Allez, André, accroche-toi. Aïe. Ah putain, celui-là, je l'avais pas. Ouais, bah ouais. Quand même. J'avais quand même une petite riposte. Ah, il y avait une riposte, ouais. Mais ça va, là, je me sens moins mal que tout à l'heure. Je comprends, ouais. Tu peux pas prendre le cavalier, tu peux pas prendre ça. Bon, elle est marrante cette partie. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, je réfléchis. Là, t'as des coups en avance ou pas du tout là Oh non, t'es là, en freestyle. là, je suis en freestyle. Ah, t'es en freestyle, ok. Freestyle total. Ok. C'est même pas C'est mon marrant parce que t'es en freestyle et là, t'es pas une position non plus si. Ça se défend quoi. Ouais, c'est même pas mon style. Ouais, en plus, c'est même pas ton style de jeu aussi. Ah ouais. Je trouve, pour te Là, regarder jouer. J'aime pas du tout cette position là. Alors. C'est bien, ça crée du suspense pour les gens qui nous écoutent. Faut que je joue les meilleurs coups de chess.com jusqu'au bout. Je sens que t'as envie de pas lâcher la proie là. Ouais, j'ai envie de maintenir la pression pour faire une super partie. Parce que contre Maxime, j'ai fait n'importe quoi, il m'a agressé. Ah, il est fort. Hein. Ça allait vite. Hein. Il est fort. Il est fort, ça allait vite. Hein. Ouais, il est Il vraiment m'a très agressé dès le début, j'étais pas bien. fort. Ah, ouais, Maxime, c'est dur. Tu t'as déjà joué avec lui, tiens, d'ailleurs? Quelques blitz. Quelques blitz Ouais, dans des Et bars. alors, ça donne quoi? Je l'ai joué en simultané aussi 2 fois. Toujours perdu. Ok. Toujours perdu, trop fort. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais venir faire ça. Ça peut être pas mal. Allez, je mets madame là enfin. Parce que j'ai tout. Ah, J'ai fait une connerie? enfin une erreur. Oh non! C'est une grosse erreur. C'est la tour qui prend là? Ouais, c'est une grosse erreur. Oh, merde. Désolé. Ah bon, c'est une grosse erreur? Ouais. Ah, je suis content. Ah putain, merde! J'attendais ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'hésitais à mettre madame là, ça aurait été mieux, non? Ça aurait été mieux, ouais, parce que t'aurais pu prendre Ah, peut-être ça change pas grand-chose. Ah non, il est cloué mon cavalier pour le mettre là? C'est ça le problème. C'est ça que t'as manqué, je pense. Du coup, tu peux pas bloquer avec le cavalier Ah, comme putain, t'avais j'étais prévu. bien. Si je mettais madame là, voilà, j'ai fait l'erreur. Ouais. Le tournant de la partie. T'as vu, ça se joue à rien. Hein. Ça s'est joué à rien. Si je mets madame ici, Ouais. je dois revenir en arrière, j'ai une pièce d'avance et.
Ouais, là, je pense que t'es foutu maintenant. Je pense que je suis complètement foutu. Je m'en sors bien. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis content. Attends, je réfléchis. Allez. Échec. Ça va être chaud. Donc là, tu vas venir prendre tout ça. Ah, je suis content. Hein. Ouais, bien joué. Ah putain, je suis deg. Voilà, là, c'est là, je vais me la remémorer ce coup-là, tu vois. Je vais le regretter ce coup-là. J'ai tellement d'options maintenant. Ah bah ouais, maintenant c'est compliqué là. J'ai tellement d'options. Est-ce que si je mets madame ici, on est vraiment équivalent, tu es repoussé et... Ça aurait été mieux, ouais, mais je suis pas sûr que ça aurait changé quelque chose. Okay. Mais ça aurait été beaucoup mieux. Ok. Voilà, là, les échecs. Ouais, c'est une ça, grosse les erreur échecs. et c'est terminé. Ouais, c'est clair. Alors attends, Bravo. si je fais échec, prise, et ah mais ça a l'air super fort ça. Allez, c'est bien parce que de toute façon, il fallait terminer la partie aussi. Ah, ça a l'air incroyablement fort ça. Ouh là 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 là, ça a l'air croustillant. Échec. Oh putain. Ah, dur. Ah, je suis content. Ouais, je t'ai facilité la tâche. Ouais. Mais je suis content, c'était parti. Enfin, quand tu fais des parties comme ça, tu vois, c'est bien quoi. Il s'est passé un truc quoi. Il s'est passé des choses, ouais. Bah, t'avais la pression du sacrifice, j'étais en train de te Ouais. repousser. Donc avec une pièce en moins, ça aurait été chiant. Mais tiens, si je t'avais repoussé, ouais, t'avais déjà une stratégie qui allait. Une autre stratégie derrière. Non, j'ai pas trop calculé, Ok. je t'avoue. Ok. Je peux juste le prier pour qu'il se passe un truc. Mais... Ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire là? Ah, t'es foutu là. Ouais, je suis foutu. Ouais, Là, ça va faire mal. Là. Il y a tout qui. Il y a tout qui s'active. Attends, je réfléchis. Mais tu vois, c'est intéressant parce que pour l'instant, t'as littéralement une tour et un cavalier de plus. Là, pour l'instant. Ouais. Mais j'ai la dame qui est. Ouais, t'as dame en prise, mais c'est fou, hein. Comme on voit que. De quoi, dis? Bah, c'est fou de voir comment, genre. Tu sais, cette fameuse. Quand je te parlais de pricing dynamique. Ouais. Et le fait que des fois, tu peux avoir plus de valeur que ce que valent réellement les pièces. En fait, mes pièces, elles sont tellement bien, tu vois. Ouais, genre là, ta tour, elle vaut beaucoup plus sur la colonne, là, ou j'en Ouais. sais rien. Alors déjà, c'est vrai que je vais manger ta dame. Par exemple, t'as vu, genre, ton roi, il est à nu, alors que mon roi, il est en sécurité. Ma dame est trop bien placée, Ah mon ouais. fou aussi. D'ailleurs, j'ai pas roqué vite dans cette partie, tu vois, c'était une erreur, Ouais. je pense, du coup. Alors que tes tours qui valent 5 points, elles ont rien Ouais. fait de la partie, tu vois. Elles ont rien fait de la partie, ouais. Non, j'aurais dû roquer peut-être plus vite aussi. Je prends. Ok, Échec. échec. Donc là, je suis vraiment dans la merdasse. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais me mettre, tiens... Est-ce que je reviendrai pas là? Ça vaut le coup de revenir, tu penses, ou non? Ah, ça va pas changer grand-chose. Ça va pas changer grand-chose. Hein. Allez, on va faire durer le sus. Non, parce que si je vais là-bas, il y a les pions, c'est un bordel. Allez. Je reste là. Ah, remarque, t'es peut-être pas si foutu que ça. Moi, si, quand même. Bah, quand même. Échec. Aïe. Ah, c'est dur. Là, faut surtout pas que je fasse l'erreur de débutant. De mettre sur la ligne. Ah, là, t'es vraiment foutu. Hein. Ouais, je sais. Ah, ok, non, j'avais pas tout vu. Ok. Il fallait bien terminer la partie aussi. Hein. Attends, tu peux m'aider là? J'aimerais Ah ouais, juste ouais, tiens, enlever. vas-y, donne la tour, prends la dame. J'aimerais enlever ta dame. Tiens, tu me donnes ta tour, je te donne une dame. Voilà, on fait un deal, Voilà. un troc. Très bon deal. C'est un bon deal pour toi, ça. Ouais, c'est clair. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Attention quand même, 2 tours face à un... Si je suis pas mauvais, là, que je joue comme un champion... ça va Non, être c'est compliqué. foutu, c'est foutu. Ah, c'est foutu? Ah, ouais, c'est foutu. Parce que 2 tours, ça vaut une dame. Oui, mais je crois que t'as pas tout vu. Ok, d'accord. Ah, j'ai pas tout vu, là? Je crois, ouais. Oh, putain. Ouais, Ce c'est pion ça. là? C'est ça. Ah, c'est dur. Là, il y a trop, là, il y a trop. Ça explose de partout, là. Ça explose de partout, là. C'est un carnage. En plus, il y a le pion qui arrive. Ah, il y a trop. Non, il y a trop. Il Ouais. y a trop de choses, là, pour moi. Allez, je suis obligé d'aller protéger, de toute façon. Ah, je me fais plaisir, là. Alors, on va faire... Qu'est-ce que je peux faire, là? Allez. Ça vaut Échec. combien une tour? Une tour, ça vaut 5 et une dame, ça vaut combien?
10? Alors Parce souvent, que parfois ils disent 8, 9, 10, on sait jamais. ouais, souvent on dit 9 ou 10. Il y a un débat un peu. Il y en a qui disent 10, il y en a qui disent 9. Ok. Moi, je suis plutôt de la team 10, tu vois. Plutôt team 10? Mais bon, c'est typiquement le genre de débat sur lesquels des joueurs d'échecs peuvent passer des heures, tu vois. Ok, d'accord. Ok. J'ai fait une vidéo sur ça Bon, d'ailleurs. là, les gens, ils vont quitter. Là, ils vont peut-être pas rester jusqu'au bout. Là, ils vont se dire, ils savent la finalité. Ah, ça, c'était sûr. Allez, let's go. Ça, c'était sûr. Et oui, si un pion va au bout, transforme en dame. Je me défends, je me défends. Ah putain, ça va faire mal, ça. Ok. Échec. Ok. Aïe, je prends cher, là. Ouais. Là, Là, pour les gens qui c'est- nous regardent, je prends très cher. C'est foutu là. Ah Je suis ouais. assez content de ma partie. C'est dur. Ah, donc finalement, tu Ouais, je suis content Ok. d'avoir mené au bout mon attaque. as même sacrifié si- quand même, t'as pas eu peur. Hein. T'as Je sacrifié ton t'avoue cavalier. que si en face c'était un grand maître, j'aurais peut-être pas sacrifié. Je pense qu'au moment là où, Ouais. avant que je fasse l'erreur, un grand maître prend la partie, je pense ça peut être chaud. Ouais, je pense que j'aurais Parce que perdu. t'avais une pièce de moins. Ouais. Alors là, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que tu vois comme coup? Bah, j'en vois pas de coup. Ouais, il y en a pas, il y a pas de coup là. Hein. Je vois pas de coup, je suis désolé. Ils font quoi Premier les gens? Ils degré. abandonnent quand ils sont vraiment dans la merde ou ils se battent jusqu'au bout? C'est quoi les écoles Là, c'est une position que tu peux abandonner, ouais, franchement. Ouais, franchement, attends, je réfléchis. Mais si tu continues, ça, c'est pas choquant, Allez, mais ça peut vite le devenir. allez. Je me Ok. bats jusqu'au bout. Alors, on va faire. Ok. Au final, j'ai 2 tours pour ta dame et un fou, un fou. C'est juste C'est qu'il y a le vrai. pion. S'il n'y avait pas le pion, en vrai, ça se jouerait un peu, peut-être. C'est vrai. Alors attends. Je vais te faire un petit coup d'échec. Ok. Ah ouais, d'accord, pour ramener les pions. Ça. Allez. Ah, tu vas là. Hmm Tu vas ici. Ouais, parce qu'il y avait le fou, sinon c'était chiant. Ok. Ah tiens, je peux souffler un peu là, j'ai un peu d'air. J'ai un peu d'air. Qu'est-ce que je peux faire? En vrai, je pourrais peut-être sacrifier. Ah non, je peux pas faire ça. Ça sent le mat, ces histoires quand même. Ouais, ça sent un peu beaucoup le mat. Échec. Ah merde, là il y avait un mat. Ça sent, quoique. ça sent un peu le mat. Pas encore, mais ça commence à sentir. Ça commence à sentir là. D'ailleurs, c'est un peu agaçant qu'il n'y ait pas le mat tout de suite. Allez, je me bats jusqu'au bout. Tac, tac. C'est un peu agaçant qu'il n'y ait pas échec à mat tout de suite. Ce pion là-bas là. Bon, écoute, je vais... Bon, allez, échec. Hein. Ah, tu fais ça, d'accord. Oui. Qu'est-ce que je vais faire Je vais faire un truc bizarre. mais tiens. Ah merde, ça fait mal ça. Ah, on se rapproche. Ça fait mal. Ouais, oh putain, il y a mat au prochain coup là. Je suis même pas sûr de pouvoir l'arrêter. T'as déjà fait une partie plus longue? De quoi? T'as déjà fait une partie plus longue Ouais. Ok. J'ai déjà fait, je crois, ouais. Mais là, Non, je veux dire dans ce format. dans ce format-là, ouais. Ouais. Dans ce format-là, ouais. Ok. Bah ouais, parce qu'à la fin, ça peut toujours prendre un peu de temps pour mater au final, même quand l'autre a gagné. Ouais, c'est clair. Mais je réfléchis juste si je peux échapper à l'échec et mat. J'ai l'impression que c'est un échec et mat forcé là. Ça a l'air. Ça a l'air, hein. Attends, je réfléchis. Ça ne serait tardé en tout cas. Bah non, ouais, je vois pas. Je pense que c'est forcé là. Une fois que tu mets ta dame là, il n'y a plus rien à faire. Et je peux pas aller Tu chercher peux un échec. retarder un peu le truc, mais ça Non, va je peux pas le retarder. ça va le retarder de pas grand chose. Ah si, ouais. Allez. C'était le seul coup pour faire durer le podcast. Hop. Ah putain, là, ouais, ça va le retarder de pas grand chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Je me bats jusqu'au bout. Let's go. Ça montre un caractère d'entrepreneur qui lâche pas. Voilà. Résilience. Voilà, résilience. Un mot que aiment beaucoup les entrepreneurs. Échec. Là, j'ai qu'une case du coup. Ouais. Je peux le mettre là. Ah oui, j'avoue. Et là, il y a échec et mat. En avant... Ah non. Ah oui, si en avançant ton pion.
Ah, Regarde là. Regarde, tu peux avancer ce pion là. Ouais, mais tu peux manger mon fou. Ah ouais, bien joué. J'aimerais faire une dame. Allez, tiens. Ah putain, Alors, normalement j'en ai une autre dans mon échiquier. Alors tu peux faire une tour inversée. Allez, tour inversé, ça fait dame. Ça me va bien. Tu fais dame là? Ouais. Oh putain, ça craint. Je la prends. Voilà, comme ça, quand je fais ça, tu peux pas manger mon fou. Ah, bien joué. Échec. Bien joué, Julien. Échec et maths. Merci, bien joué à toi aussi. Bah ouais, Et tu vois, dans les échecs, ça, typiquement, l'erreur de m'être mis là, ça me saoule parce que même si j'étais pas bien et que je perdais la partie, j'ai fait l'erreur, quoi. Ça, c'est une erreur. Dame 1, voilà, dame derrière oui. le roi avec la colonne, c'était pas. Pas facile non plus, hein, franchement. C'était une erreur compréhensible. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié? Donc là, si les gens veulent te découvrir, du coup, ils peuvent te retrouver un petit peu sur tous les réseaux. C'est Julien Song partout? Ouais, c'est ça. Donc, ils peuvent te présent retrouver partout, Instagram, TikTok. J'ai vu que tu avais ouvert un compte Snapchat, LinkedIn, Tweets même. T'es sur Tweets? Est-ce que t'es sur X? T'es sur l'anciennement Twitter? Ouais. T'es dessus. Mais ça doit moins bien marcher les vidéos sur non? Ouais, X un peu moins mon focus, mais je suis même sur Snapchat, donc je suis un peu partout. Les gens peuvent te retrouver. Je pense que ton club, ça peut être une bonne idée pour progresser aux échecs. Je mettrai les liens. Il y a un lien d'un site internet? Ouais, juste juliensong.com. Juliensong.com. Okay, après, de manière générale, s'ils veulent approfondir avec ce que je fais, il y a lien.juliensong.com. Est-ce que tu pourrais peut-être donner une astuce pour des astuces pour les gens qui voudraient progresser aux échecs? C'est quoi le mieux, plutôt de résoudre des puzzles, plutôt de jouer beaucoup? Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour quelqu'un qui voudrait progresser, qui ne sait pas forcément comment faire? Ouais. Bah, si tu veux, le conseil, pour moi, il est toujours très spécifique à ton niveau initial. Parce que je ne donnerais pas le même conseil à un joueur qui est 600 Elo ou un joueur qui est 1500 ou un joueur qui est 2000. Tu vois. Donc supposons qu'on va prendre la plupart des joueurs qui sont quand même en général en dessous de 1000 Elo. Là, tu as l'immense majorité des joueurs. Souvent, le problème à ce niveau, c'est que les fondamentaux tactiques, ils sont pas en place. Donc tactique, en gros, c'est quoi? C'est le fait que, ah mince, madame, elle est en prise, j'ai pas fait attention. Ah mince, là, ma tour, elle est attaquée par un cavalier, j'ai laissé ma tour en prise. Ah mince, là, il y a 12 attaquants et j'ai qu'un seul défenseur et du coup, j'ai perdu du matériel. C'est ça la tactique, et en fait, il faut poser ces fondamentaux tactiques. Ils sont indispensables, parce que si tu donnes ta dame, si tu donnes ta tour, si tu donnes ton cavalier, au bout d'un moment, tu n'as plus rien pour faire échec et mat, qui est quand même le but du jeu, tu vois. Et pour poser ces fondamentaux, et il faut identifier les pièces qui ne sont pas protégées, les pièces qui sont attaquées chez nous. Quand il y a des attaquants et des défenseurs, il faut savoir il y en a combien et les comparer. Et après, il y a différentes techniques à connaître pour rajouter davantage d'attaquants ou pour rajouter davantage de défenseurs. Ces fondamentaux-là, il faut absolument les maîtriser. Et ça passe par plutôt des puzzles ou plutôt quand tu joues, faire preuve de discipline quand tu joues? En fait, il faut un mélange de théorie et de pratique, tu vois. La pratique, forcément, il faut faire des puzzles. Chess.com, c'est pas mal, notamment, tu vois. Parce que, en fait, c'est la différence entre une connaissance et une compétence. En gros, si tu lis un bouquin où on explique les fondamentaux tactiques, c'est pas pour autant que la prochaine partie, tu vas pas faire des erreurs. Parce que tu auras la connaissance, mais ce sera pas une compétence, tu vois. Donc la pratique indispensable pour transformer la connaissance en compétence. Mais il faut souvent aussi l'accompagner de fondamentaux théoriques. Parce que sinon, si tu fais des problèmes sur Chess.com à l'infini, t'es un peu comme une sorte de petite souris dans la roue. Et tu cours, mais finalement, t'arrives pas trop à poser des concepts sur les choses, et des fois, ça peut gêner ta progression. Donc, un mélange des deux. Après, je trouve que pour aller jusqu'à 2000, finalement, on pourrait presque dire la même chose, mais en gros, moi, je trouve que la différence entre un 2000 et par exemple même un 1400, ça va être le nombre d'erreurs qui sont faites, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, à 2000, tu fais presque plus d'erreurs, en gros. Ouais. Et du coup, je trouve que. Mais en fait, finalement, 800 Elo, c'est pareil. Si quelqu'un nous écoute, qu'il est 800 Elo, 900 Elo, finalement, juste d'avoir cette rigueur psychologique, de ne pas faire d'erreur. Donc, effectivement, c'était une pièce qui a attaqué 2 fois, de bien la défendre de la bonne manière, etc. Rien que ça, déjà, il y a une phase d'évolution. En fait, tu peux passer de 800 Elo à 1600, je dirais peut-être assez facilement. C'est après que c'est plus dur à ton niveau, où là, passer de 2300 à 2350, je pense que c'est un monde. Mais avant, je trouve que c'est plus déjà. Limiter les erreurs, quoi. C'est clair, c'est l'étape numéro 1. Et après, en fait, il y aura moins d'erreurs. Et là, ta compréhension stratégique, elle peut commencer à faire une différence, tu vois. Parce qu'en fait, la stratégie, c'est des petits détails. Et ça devient intéressant quand il n'y a plus d'erreurs.
Alors que quand tu donnes ta dame en un coup, bah, on s'en fiche de savoir que tu avais des pions doublés ou que tu avais peut-être que tu manquais légèrement d'espace au centre. Enfin, tu vois, c'est des notions trop complexes et qui sont tellement genre des détails quand tu donnes ta dame en un coup, tu vois. Mais plus tu vas progresser, plus les deux joueurs ils vont faire moins d'erreurs et plus ces petits détails stratégiques, ces petites finesses, elles vont commencer à avoir un gros impact sur les parties. T'as vu, je t'ai dit par exemple dans le podcast qu'à un niveau très élevé, top 20 mondial, par exemple, on pouvait gagner des parties sur la paire de fous. Donc ça montre que tu vois, ces petits détails stratégiques, plus tu vas monter, plus ça va avoir de l'importance. Ok. En tout cas, un grand merci à toi d'avoir répondu présent. Merci à toi. De pouvoir avoir un pro comme toi pour une émission qui parle d'échecs. C'était trop cool, chance. Ce format. Bah, tant mieux, je suis content que ça t'ait plu. J'ai trop hâte de voir ça. Moi j'ai hâte de voir. Mais là j'ai encore le coup en tête. Je suis un peu mauvais perdant. Tu vois, je me dis qu'est-ce qui se serait passé sans ça. Parce que moi je suis un peu rêveur dans ma personnalité. C'est-à-dire qu'en gros, même limite tu me dis quand t'es un grand maître, je me dis que j'aurais une chance alors que j'en ai pas. Mais c'est vraiment j'ai ce truc-là, mais c'est une force je pense dans la vie. C'est bien. C'est bien d'être rêveur, je pense, tu vois. C'est vraiment bien. Et je me dis toujours que j'ai une chance. Ça a dû t'aider dans le business, je pense. C'est important de rêver, de se dire toujours que c'est possible. Je me rappelle même quand j'étais au tennis. Genre, je me disais toujours que c'était possible quand j'arrivais dans un match et ça m'a aidé. Alors qu'en vrai, j'avais vraiment des matchs où j'avais vraiment très peu de chance, voire pas de chance du tout, quoi. Ouais, non, mais t'as raison, c'est une qualité. Pour progresser, je pense que c'est bien. Mais pour finir, peut-être tes objectifs. Est-ce que par exemple, dépasser le million de followers sur toutes les plateformes, c'est un objectif Parce que le million, il est un peu symbolique, je trouve. Enfin, des objectifs professionnels. Bah, en fait, moi, j'ai vraiment une mission, c'est d'aider à populariser au maximum les échecs en francophonie. Et c'est vraiment ça qui m'anime. Bah, bien sûr, je ne suis pas le seul. Il y a d'autres créateurs de contenu. Il y a les fédérations, les clubs, etc. Donc, je ne prétends pas, tu vois, à moi seul avoir autant d'impact. Mais j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Et c'est aussi une revanche un peu personnelle parce que, comme je t'ai dit, tu sais, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment un truc de geek, un peu, les échecs. Donc, d'ailleurs, j'en parlais à mon stagiaire de 3e cette semaine et il me disait que dans son collège, maintenant, genre jouer aux échecs, c'est vraiment quelque chose que les gens trouvent bien, quoi. Mais c'est vraiment que tu dis ça, mais pour moi, les échecs, ça va redevenir un truc à la mode, je pense. C'est bien. Et c'est pour ça que je me suis aussi chauffé pour lancer le format. Je trouve que là, vraiment, je sens que les échecs, ça intéresse plus. Moi, je me rappelle quand j'étais petit aussi, c'était pas le truc cool d'être un bon joueur d'échecs, tu vois. C'est clair. Et aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment différent. C'est bien vu les échecs, ça a une bonne image en tout cas, les échecs. Ouais, ça a une très bonne image. Et en plus, je pense que c'est utile. Bah, tu vois, à chaque fois, j'aime bien donner cet exemple. Les Nations Unies, ils ont consacré le 20 juillet comme journée mondiale du jeu d'échecs. Et en fait, ils font pas ça par hasard. Enfin, ils le justifient dans leur document et ils disent que ça a des intérêts pour le développement des personnes et des enfants, tu vois, au niveau cognitif. Et franchement, c'est un langage universel. C'est-à-dire que tu peux jouer, championnat du monde, tu vois, où j'ai bien joué là. J'ai joué un Indien, un Géorgien, j'ai joué plein de nationalités. Et finalement, c'est des gens avec qui tu partages le même langage. Pourtant, vous ne parlez pas la même langue, tu vois. Franchement, à une époque comme aujourd'hui, on a besoin d'excuses pour se rencontrer, quoi. T'as raison, mais grave. C'est le langage universel, les échecs. Ouais, c'est clair. Et puis même, tu sais, avant, j'avais tendance un petit peu à penser que ce qui comptait, c'était les métiers sérieux, tu vois, médecin, avocat, etc. Bien sûr, c'est super important. Médecin, par exemple, quand tu sauves des vies, ouais, bien sûr, c'est crucial. Mais en même temps, je pense que chacun a aussi un besoin fondamental de des fois lâcher prise, de se divertir, de passer un bon moment, d'oublier des fois le travail. Et je pense que le divertissement, les loisirs, ils ont aussi un rôle important dans ça. Donc je pense que les échecs, ils font partie de toutes ces activités qui permettent de lâcher un coup, quoi. Tu vois. Surtout en ce moment, je pense que tu as raison. Ouais. Quand tu vois un peu les problèmes sociaux, etc., c'est bien d'avoir des sports qui rapprochent. Le foot, c'est pareil. Hein, le foot, pareil, ouais. Le foot, tous les sports un peu collectifs ou les choses qui se font au moins à deux. Ouais. De manière générale, le sport, je trouve, c'est un truc que souvent on dit qu'on relègue au second plan. Pourtant, ça a beaucoup d'impact dans notre monde. Tu vois. On se rappelle tous quand on était jeunes, moi au lycée, qu'on jouait au foot tous ensemble. Il y avait des gens de toutes cultures différentes et on était ensemble au même niveau. Il n'y a aucune différence dans le sport. Ouais, et je suis d'accord avec toi, le sport dans l'éducation, c'est fou. Ouais. Et donc, si tu veux, cette mission, moi, je trouve qu'elle est cool et
Et donc, ok, j'ai pas que ça comme mission. Et bien sûr, j'ai aussi, tu vois, je me dis, ok, j'ai des objectifs pour mon club, j'ai des objectifs pour mon contenu, les millions de followers, pourquoi pas. Enfin, tu vois, il faut être aussi plus pragmatique. Mais je suis content aussi d'avoir ce truc, tu vois, un peu sur le fond, quoi, qui m'accompagne tout le temps un peu, tu vois. Ok. En tout cas, super. Bah, écoute, on va finir là-dessus. Je pense que c'est sur une bonne note. Ouais. Encore merci d'avoir répondu présent. Et Merci. je te dis à bientôt. Bientôt.